Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Carte sur Table, 21h, 23h. Nous aborderons 3 sujets ce soir, avec en principe 4 invités. Le premier sujet, nous parlerons des inondations dévastatrices à l'extrême nord, telles que indiquées sous le thème, promesses non tenues pour voir exactement les causes, les conséquences, l'origine et qui c'est peut-être les actions des pouvoirs publics au regard de ce qui se passe suite aux différentes inondations. Depuis plusieurs décennies déjà, ce phénomène n'est pas définitivement contenu. On va essayer donc d'en comprendre les contours. On parlera également de migration, avec des cerveaux qui vont de plus en plus vers le Canada. Selon le GICAM, entre janvier et avril 2024, pas moins de 6000 Camerounais ont émigré dans ce pays. Et enfin, la résurgence des microbes, il s'agit de ce phénomène de banditisme urbain. Récemment à Douala, à l'entrée du week-end dernier, on a pu voir qu'il y a eu une victime, un mort, du moins plusieurs victimes, dont un mort. Et le gouverneur de la région du littoral a fait un point de presse cet après-midi pour annoncer que 8 des personnes présumées impliquées dans ce phénomène-là ont déjà été interpellées et les enquêtes se poursuivent pour identifier les autres. Je voudrais d'entrée dire bonsoir à Maurice Somo, déjà sur ce plateau. Merci. Bonsoir, mon cher député. Merci pour l'invitation. Psychosociologue de l'éducation. Je dis bonsoir à Max Wabo. Bonjour, monsieur député. Bonjour aux différents copartneristes. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Et merci. Et puis enfin, pour le moins, en attendant certainement Mathurel Biol qui va nous rejoindre, je dis bonsoir à Hervé Emmanuel Com, qui est évidemment membre titulaire du comité central du RDPC. Bonsoir, député. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Carte sur Table et bonsoir au professeur Simon que je n'ai pas vu depuis. Bonsoir, Max. Bonsoir, Hervé. Et puis bonsoir aux militants du RDPC. Alors, sans autre forme de procès, on prend la transition et on va aborder la première question qui concerne évidemment les inondations à l'extrême nord Cameroun. Alors, je vais quand même lui demander, êtes-vous surpris, chers panélistes, de la récurrence de ces phénomènes d'inondation dans cette partie du pays et surtout des dégâts? Parce qu'on l'a dit, ça fait plusieurs décennies déjà, des dégâts qui c'est peut-être la conséquence des politiques publiques, qui pourraient être... bref, je reviens sur la question, êtes-vous surpris de Maurice? Bon, je ne fais partie des stratèges qui définissent les politiques de protection de nos cités. Mais je crois savoir que notre pays est suffisamment outillé en termes de capacité de prévoir ce genre d'événement et dans une certaine mesure d'anticiper. C'est vrai que le phénomène est récurrent, il revient tous les ans. Ma question c'est de savoir si c'est une catastrophe naturelle. Et là, on va dire simplement que ce n'est pas du tout prévisible. Mais si c'est un accident tel qu'il pouvait être prévisible, alors là, il peut se poser un problème. Tu vas m'excuser, député, je suis très mal à l'aise quand je rentre dans cette thématique sans évoquer une situation qui m'a traumatisé. Hervé, tu vas me le permettre. Hein, je t'en prie. Qui m'a traumatisé je ne sais pas si ça vous a touché aussi, cette femme qui a repassé au fer une enfant de 4 ans. De 4 ans. Elle a l'enfant de sa sœur, à qui elle a infligé tout type de souffrance pendant des semaines et des semaines, jusqu'au jour où la domestique a décidé de ne plus... la dame de ménage, il faut avoir du respect quand même pour... la dame de ménage a donc décidé de dénoncer
Et les voisins y sont allés, puis on a extrait cet enfant. L'enfant est amoché complètement, c'est-à-dire que défiguré totalement. Elle a subi le martyre, au fer à repasser, au couteau dans le feu, qui lui passait entre les jambes et tout. Quelque chose d'inimaginable. Je voudrais marquer ma solidarité à l'endroit de la maman de cette fille, parce que le bourreau, elle est gardée, elle est en sécurité, et j'espère que vraiment le procureur qui va se saisir de ce dossier saisira, il fera ce qu'il faut pour ça. Donc, d'accord. Je ne voulais pas passer sans évoquer cette actualité aussi infime soit-elle. Bon, maintenant pour dire simplement, en ce qui concerne le sujet des inondations, nous supposons que même des phénomènes qui sont totalement prévisibles, il peut arriver qu'il soit totalement impossible de les maîtriser. Et qu'en ce moment, nous sommes dans cette situation, on parle de digue qui a cédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette digue a-t-elle été mal construite? Elle a été construite sans que soit prévu des pluies, des eaux à ce niveau-là. Il y a énormément de questions. Bon, maintenant, voilà. Et après, Emmanuel Combe. Non, mais un homme de mon âge ne peut pas être surpris par ce qui s'est passé. Vous en avez vu d'autres? Oui, c'est-à-dire qu'avec mes 7 décennies, j'ai entendu parler de façon récurrente des incidents météorologiques et des conséquences que ça provoquait dans cette région. Je voudrais faire une parenthèse, c'est-à-dire que vous savez que cette région-là, surtout dans le maillot d'Anaï, il y a eu un transfert de population vers la Damora, plusieurs fois. C'était pour minorer les accidents récurrents de météo dans cette région. Quand j'ai dit cela, ça n'excuse pas le fait, comme l'a dit le professeur Sumo, que bon, bien sûr qu'un drame ne donne pas rendez-vous, qu'il va arriver à tel moment, mais quand même, nous devrions être armés parce que l'actualité du XXIe siècle, c'est la relation entre l'homme et son environnement. Absolument. Et l'écologie. L'homme abuse de l'environnement alors que nous devons le partager avec d'autres phénomènes naturels tels que les rivières, les fleuves, tout cela. Nous construisons sur les lits des fleuves, nous faisons tout, nous envahissons tout l'espace. Et bon, la nature est comme ça, elle est impitoyable. D'autres ont besoin de circuler. Alors, quand je l'ai dit, c'est quelque chose qui est dans un arc. C'est-à-dire que le Nigeria a subi de façon beaucoup plus dramatique jusqu'à présent. Exact, la ville de Maïda. Le Tchad aussi, la RCA et jusqu'en République démocratique du Congo. Donc c'est pas quelque chose... C'est un arc parce que nous sommes là dans les pays qui sont un peu dans les environnements, ce qu'on appelle le château d'eau de l'Afrique, avec le relief que ça fait. Donc voilà, c'est un drame national, il ne faut pas l'instrumentaliser pour des petits calculs politiciens, mais il faut qu'on réfléchisse dessus pour savoir quelle est la place de la protection civile, a-t-elle les moyens de sa mission. Ça se répète tout le temps. Je voudrais faire une parenthèse, le professeur Simon va m'arrêter si je me trompe. La digue qui a cédé, elle a 100 ans. Hein. Oui, effectivement. Elle a 100 ans. Donc elle a tenu assez longtemps. Et il n'y a pas que ça. Moi aussi, je profite pour dire que dans la Sanara maritime de mes arrière-grands-parents, il y a une partie de la Sanara maritime qui est coupée du littoral. Et pour sortir de là, il faut aller faire le tour, si on a un moyen, vers... Suite récente... Oui, les digues, les petits ponts, tout a cédé devant l'énervement des rivières. Donc l'environnement demande qu'on lui réserve la considération, la place qu'elle va occuper dans ce 21e siècle. D'accord. Et quand je l'ai dit, je finis en disant qu'au Japon, je ne sais pas si vous avez vu des images, c'est terrible. C'est terrible. Donc, et typhon là-bas, on parle plus de typhon. L'homme du 21e siècle ne doit plus continuer à avoir la relation qu'il a eue jusqu'à présent avec l'environnement. Regardez comment nous traitons Youp ici, la mangrove, toutes les zones marécageuses, le Panama, Misoké et tout. Donc, les drains. Et il faut qu'on mette au centre de la politique publique le respect de l'environnement. Marx Wabo. Alors, M. Dipita, je crois que si j'ai bien suivi les autres copanélistes, je crois que le problème, qu'ils ne sont pas en train de dédouaner le gouvernement. Je crois qu'il se pose plutôt un problème de comment gérer justement, bien comment prévoir justement les catastrophes.
parce qu'effectivement, gérer, c'est prévoir. Alors, ici au Cameroun, on a un ministère. Je crois que c'est bien le MINAT qui a justement dans ses lignes budgétaires une rubrique allouée justement en relation avec les préventions des catastrophes. La question centrale aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette allocation? Vous voyez, nous sommes dans un état de consommation et non dans un état de prévention. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on alloue justement, quand on dresse des budgets, on vous dit voilà la rubrique réservée aux préventions des catastrophes qui se chiffre peut-être à tel montant. Très rapidement, lorsque vous vous retrouvez en fin d'année, qu'est-ce que les gens font? Les gens se rendent compte que bon, il n'y a pas eu de catastrophe, disons comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on commence à trouver comment on peut ponctionner un peu ces catastrophes, ce budget-là, pour utiliser dans notre poche. Et du coup, lorsque des catastrophes surviennent, on regarde maintenant, cette ligne budgétaire, elle est vide. Et dès lors que cette ligne est vide, qu'est-ce qu'on fait? On fait maintenant recours au chef de l'État. On attend maintenant que le président Biya vienne faire un don. C'est pourquoi ça m'embête un peu. Et ça me rappelle que je pense que dans notre pays, ceux qui nous gouvernent, je crois en l'occurrence ces ministres-là, je crois qu'ils n'ont pas souvent la notion de gestion des finances publiques. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on vous dit que vous avez une ligne budgétaire, peut-être, je dis n'importe dans une rubrique, peut-être 10 milliards, je dis n'importe quoi, dépenser, disons comme ça. Mais il faut bien que les gens comprennent que avant de dépenser, il faut vraiment qu'il y ait des recettes. Mais généralement, quand on voit 10 milliards dans telle rubrique, on est content. Mais on se pose pas la question, les recettes viendront où pour qu'on puisse dépenser? Et ça fait justement que quand on n'a pas cette notion-là, on se met à gérer n'importe comment. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a eu une catastrophe, le MINAT n'a pas de ressources pour réagir, on a besoin d'attendre les dons du chef de l'État. Ça commence à poser problème. Et du coup, moi je pense que ça amène à questionner un peu l'attitude, comment on appelle ça, la direction de la protection civile au niveau du MINAT. Est-ce qu'il faut laisser ça au niveau du MINAT? La réponse est non. Je pense qu'il faut délocaliser ça. Pourquoi ne pas envoyer par exemple au Premier ministère, auprès du chef du gouvernement, qui pourra peut-être, dans la mesure du possible, utiliser de manière efficace cette rubrique et prévoir justement un ensemble de choses qui pourraient arriver. Il y avait la parole, mais c'est peut-être d'abord l'occasion pour moi de dire qu'en réalité, sur les questions de prévision et de gestion de cette gouvernance-là, il faut dire que bien avant les catastrophes, la protection civile était quand même bien déployée. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de mesures, du moins si on s'en tient au point de presse du ministre de l'administration territoriale, mesures anticipatives qui avaient été prises pour délocaliser un certain nombre, pour déplacer un certain nombre de populations installées sur les zones sensibles, oui, pour délocaliser certains établissements scolaires. C'est pour ça que quand il y a eu inondation, on a pu voir que les élèves vont quand même à l'école, oui, même si ce n'était pas dans leurs écoles. Donc, c'est simplement pour dire que vous avez dit que c'est comme si les ministres n'ont pas connaissance de la gestion des finances publiques et je voulais un peu revenir là-dessus simplement. Laissons élever et puis on revient. Non, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on doit arrêter de faire du commerce électoral et politique. Quand il nous arrive un événement comme celui-là, soyons un peu sérieux, voyons comment c'est vrai, gouverner c'est prévoir, prévenir et tout. Mais je l'ai dit dans mon entame ici, les catastrophes souvent ne donnent pas rendez-vous. Pour vous dire, on arrive à telle heure, alors faites la table, on vient dîner avec vous. C'est tout comme les terroristes. Comme vous aviez dit que vous pouvez régler le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest en un mois. Bon, non, pour répondre à cela, d'ailleurs, c'est une direction qui est à l'administration territoriale. Bon, le débat pour savoir est-ce qu'on doit la localiser dans un autre ministère, c'est un débat, à mon avis, d'organisation du travail gouvernemental. On pourrait aussi poser la question de savoir est-ce qu'on doit l'associer avec la direction de la météorologie qui se trouve au ministère des Transports. Donc vous voyez qu'il y a des agences et des services publics qui concourent tous à la protection. Il n'y a pas que la direction de la protection civile qui a la responsabilité. Dans la prévision, la météo passe avant. Vous avez aussi des infrastructures. Donc, n'accablons pas le ministère de l'administration territoriale parce que la direction de la protection civile vient en service d'urgence pour limiter les dégâts. Absolument. Et essayer de protéger, comme son nom l'indique, les personnes. Donc, dans ce domaine-là, on ne peut vraiment pas, à moins de faire concours de mauvaise foi, dire qu'on n'a rien fait. Avant ça, on a eu des problèmes. La direction de la protection civile est intervenue lorsqu'il y a eu le drame de Manga Pongo. Vous savez de quoi il s'agit? Elle est multidirectionnelle.
Il a des responsabilités. Et le monde entier reconnaît que le Cameroun fait des efforts dans ce domaine. On n'est pas encore au top selon notre géographie. Il faut envisager qu'elle ait plus de moyens. Là, je suis d'accord avec vous. Mais la directrice, dont je ne vais pas citer un nom qui est célèbre, quand même, a été reconnue. Je crois que les aides et responsabilités au niveau de l'Organisation mondiale de la protection civile. Bon, donc, ce qui nous arrive là est un drame. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce qu'on fait au rythme qu'il faut? Peut-être on devait faire plus. Et ça nous intéresse pour dire que c'est une priorité nationale, n'est-ce pas, tous les problèmes qui peuvent toucher à notre environnement. Parce que je vous ai dit que dans les années 60, on a déplacé les populations de Mayo-Danaï qui se trouvent aujourd'hui à la limite de Rebouba et la région de la Damawa. Et les populations sont devenues encore plus nombreuses. Parce que le problème qui gonfle les conséquences, c'est la quantité démographique de ceux qui sont dans les environnements qu'on devait isoler. Avant, à un moment, on avait diminué le nombre de populations. Aujourd'hui, ces populations ont 40 ans après. Ouais. Voilà un peu le truc. Il ne faut pas surjouer. Maintenant, nous connaissons bien, le temps de la campagne électorale va arriver. Si vous pensez que c'est un thème... Maurice d'abord, s'il vous plaît. Oui, ce que je veux dire, c'est que, très sincèrement, je ne sais pas si vous avez, comme moi, regardé tous les reportages autour de cette catastrophe des inondations. Et du coup, tout Camerounais qu'on est, franchement, on vit un drame. C'est un drame, pour tout dire. C'est-à-dire que vivre comme ça, voir dans une ville des gens en pirogue, se rendre compte que même les matelas qui sont montés là, il y a un problème, on ne sait pas où les poser en réalité pour que les gens dorment, parce qu'on ne va quand même pas déposer des matelas sur de l'eau. Vous voyez qu'avec tout ce qui induit, quand on regarde tout ça, je me pose la question de savoir si un homme politicien ou tout ce que nous voulons peut aujourd'hui réfléchir autrement que qu'est-ce qu'il faut immédiatement pour apporter du secours aux personnes qui sont ici en une situation assez compliquée. Maintenant, la question de savoir est-ce que tel service est logé au niveau du MINAT ou au niveau du Premier ministère. J'ai dit, bon, comme il suggère, c'est que si on enlève quelque chose des mains du MINAT pour le donner au Premier ministère, c'est comme si on avait enlevé chez l'enfant pour donner au papa. Bon, pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça la même action publique. Ce n'est pas ça la priorité en ce moment. Tout débat devrait tourner autour de savoir est-ce que nous sommes en train de réagir comme il faut pour apporter le secours conséquent aux populations de cette partie, à nos compatriotes qui sont actuellement dans la misère. Les partis politiques devraient en réalité, chacun à ce qui concerne, s'organiser et se concentrer vers l'unité administrative ou vers celui qui a en charge de le faire. Je dis à un moment donné, lorsque vous êtes en train de vous noyer et qu'on vous tende un bâton, vous n'avez même pas envie de savoir si c'est votre ennemi, le pire, qui vous a tendu le bâton. Nous sommes dans une situation où chacun de nous doit tendre le bâton à ces personnes et c'est tout autre débat en dehors de celui-là. Pour moi, c'est malsain. Voilà. Alors, on va peut-être surfer un peu sur les statistiques pour mieux comprendre ce qu'on dit. Les statistiques sont de OCHA, c'est une structure des Nations Unies qui aborde, c'est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Donc, ces statistiques sont publiées le 19 février. Le bilan s'élève à 30 morts au 19 septembre. 30 morts et plus de 365 000 sinistrés. L'ampleur des dégâts, 56 000 habitations détruites, affectant 67 000 familles, 5 000 têtes de bétail et l'inondation de plus de 82 000 hectares. Donc, il est clair que l'économie locale est durement touchée. En plus de détails, le Mayo-Danaï a 206 000 personnes touchées, le Goneshari 156 000. Alors, face à cette crise, on va embrayer là-dessus. Les premières mesures gouvernementales. Le gouvernement camerounais a envoyé 50 camions chargés de kits humanitaires dans la région. Ça, c'est ce qu'on a appris du point de presse du MINAT. 307 000 personnes issues de 450 000 familles avaient déjà reçu l'aide à la date citée plus haut, donc le 19 septembre.
comprenant des denrées alimentaires, du matériel de couchage, des produits d'hygiène et des tentes. Le ministre de l'administration territoriale a également annoncé que 1,6 milliard de francs CFA issus du don présidentiel, issus du don du couple présidentiel, ont donc été débloqués pour soutenir les victimes. Et lui-même, le ministre Paul Atanga-Dièye est descendu sur le terrain pour apprécier après d'autres ministres, d'autres départements sectoriels. Le ministre Santé est descendu, le ministre Jeunesse est descendu. Donc, qui est originaire de la région. Le Mindu y est également allé. Bref, on a pu observer cela. Et vous voulez dire... Ah non, d'abord, Marx, vous voulez réagir, vous voulez rebondir. Alors, M. Somo, malheureusement, ils ne sont pas dans une relation sentimentale. L'homme qui parle est un homme politique. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que le MRC ou bien moi-même, on ne compatit pas à la catastrophe qui est arrivée. Vous savez très bien que... Il n'y a pas eu cette impression, c'est pourquoi j'ai réagi. Oui, je vous ai dit que c'était une relation sentimentale. Laissez-moi vous dire pourquoi. J'ai dit, je vous rassure déjà que le MRC compatit aux dégâts qui sont arrivés. Je peux vous rassurer également que le MRC, je crois que avant qu'on ne lance l'émission, j'ai suivi Hervé Emmanuel comme dit que le MRC a même déjà lancé un cri de cœur au travers des populations qui essaient de donner un coup de pouce aux sinistrés. Vous savez très bien que lorsqu'on a eu le phénomène de la Covid ici, vous savez très bien que le MRC a été sur le terrain et on a justement soutenu les populations dans ce sens. Mais ça ne doit pas justement m'éloigner de l'homme politique que je suis. Pour dire tout simplement, je ne voudrais pas que quelqu'un gère mal une situation et lorsqu'il y a les morts, et on emploie la technique de mon ami Hervé, il a sauvé une technique. Les gens sont en train de mourir, pas qu'il y a des morts. Les gens sont en train disons même que les gens sont très sensibles à ce sujet. Non, mais il faut noter. Disons même que des gens sont en train de mourir. Et Hervé Emmanuel a sauvé une technique qu'on se a dit que bon, on fait d'abord le deuil et on fera le bilan après. Vous ne pouvez pas justement empêcher l'homme politique d'avoir un point de vue divergent. Si vous voulez capitaliser, si vous voulez. Alors, il se trouve donc que, je ne veux pas qu'on dise comme ça, on a eu des situations à Makepe-Misoké. Nous avons eu des situations à Makepe-Misoké. La question centrale, est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui est arrivé à Makepe-Misoké? La réponse, on pouvait le faire. Je ne voudrais pas... pas du sujet. Hein. Non, je ne sors pas de là. Non, je suis heureux qu'il a abordé cet aspect parce que je veux répondre parce que effectivement, soit on voit des populations qui habitent dans des zones à risque et on décide de se taire. Et lorsqu'il y a la catastrophe, on commence à dire faisons le deuil. C'est là où il y a mon inquiétude. Je dis bien, vous ne pouvez pas avoir des populations qui vivent dans des zones extrêmement enclavées et vous regardez l'environnement et vous savez qu'en tout moment, une catastrophe peut surgir. Et vous laissez donc des gens et lorsque la catastrophe surgit, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Et vous voulez tout simplement qu'on se mette à pleurer. Oui, nous pleurons. Oui, nous sommes tristes. Mais la question c'est, interrogeons donc ceux qui étaient habilités, qui étaient chargés justement d'éviter une telle situation. Monsieur Somo, je reste persuadé que si on avait un gouvernement qui anticipait, quand on anticipe quelque chose, vous comprenez, quand on anticipe quelque chose, on peut délocaliser rapidement des gens. Parce que vous et moi, nous regardons, nous disons qu'ici, là, cette masse de terre, si elle tombe, il y a catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Jusqu'au jour où ça tombe, on commence à venir jouer les pasteurs. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne peux pas perdre l'occasion que me donne Max Wabo pour répondre sur 2 ou 3 questions de principe. D'accord. Nous sommes d'accord. Gouverner, c'est prévoir. J'ai un problème avec le discours politique qui est le vôtre. Il est à géométrie variable et il est pire que la météo. Parce que vous êtes imprévisible et souvent, c'est plus assimilable à l'opportunisme. Je prends 2 choses. D'abord, sur le principe, c'est l'eau qui commet les dégâts qui ont lieu là-bas et cette eau-là ne vous demande pas votre carte du parti pour vous dispenser des conséquences. Donc, les victimes qui sont nos compatriotes ne sont pas militants d'un parti et même s'ils l'étaient, ce n'est pas une raison pour que ça justifie la situation dans laquelle ils vivent. Je comprends le professeur Simon. Mais on ne va pas faire l'économie. Max, à Douala, lorsqu'on a demandé d'évacuer les marécages autour de l'aéroport, votre mouvement fait partie de ceux qui ont crié sur le baudet, sur le préfet de l'époque, en faisant la démagogie que oui, pourquoi on veut
enlever les populations. À Douala, chacun habite là où il peut. C'est votre discours. Non, s'il te plaît, je vais continuer. Je vais continuer. Ah ben, tu donneras le nom de ce parti, mais vous étiez dans cette espèce de chorale de ceux qui voulaient saisir l'opportunité pour dire, bon, ils croyaient qu'électoralement, ils vont récupérer les mécontents, qui pourtant étaient manifestement dans les zones inconstructibles. Je suis d'accord avec toi, Max. L'État doit être vertical pour certaines questions, surtout quand on sait qu'au bout, il peut y avoir un drame. Ouais. Tu comprends? Ouais. La tolérance administrative peut nous mener dans des situations dramatiques, et c'est le cas. Parce que je te dis que dans ma jeunesse, moi j'ai 71 ans, je suis fier de l'annoncer, donc j'ai connu des déplacements de population de cette zone à cause des risques d'inondation. Et ces populations se reconstituent, se sont reconstruites dans les mêmes zones. Aujourd'hui, le problème n'est pas résolu, alors qu'à l'époque, on avait déjà évacué des populations. Il faut qu'on soit d'accord sur une chose. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Il faut faire attention quand il y a une situation comme celle-là, comme si c'est dans le programme du RDPC, on va s'habituer au drame et alors on continue. Non, nous pleurons avec les victimes. Deuxième chose, c'est un drame climatique qui est maintenant à l'échelle mondiale. Essayer de récupérer pour montrer qu'au Cameroun, on n'aurait même pas la capacité météorologique de prévoir. Quand tu parles de Makape Misoke, chaque fois qu'il y a une descente pour mettre de l'ordre là-bas, on trouve des mouvements, des associations politiques pour se tenir. Non, les gens n'ont pas où habiter, laissez là où Est-ce que ça fait reculer l'État pour autant si les populations... C'est là que je suis d'accord avec Max pour dire que l'État étant impartial, il doit prévenir et surtout portant sur des questions essentielles telles que la sécurité nationale. C'est une question de sécurité, il doit être inflexible. Il ne faut pas de complaisance, il faut qu'on arrête de dire, bon, ce sont des situations, le provisoire devient le définitif et au bout, on a des drames. Donc là-dessus, on est d'accord. Comment en sortir? C'est ce que le professeur dit. Donc, donnons les moyens à l'administration, qu'elle n'ait plus l'excuse, si le cas arrivait, de dire on ne pouvait pas prévoir. C'est-à-dire voir est-ce que la météorologie nationale a les capacités de faire, je crois qu'elle devait les avoir aujourd'hui avec les satellites. Est-ce que la direction de la protection civile a toutes les compétences, y compris la contrainte, pour imposer que les zones inconstructibles ne soient pas occupées par des gens? Voilà des vraies questions que nous devons Très bien, Hervé, permettez-moi une chose. Hervé, je reste toujours sur Misoke. Nous passons tous au marché Misoke. Oui. Quand vous ce qui est dans la chaussée, sur la chaussée. D'accord. Vous voyez où se trouvent les populations. C'est scandaleux. D'accord. Oui. Mais alors, quand la mairie de Douala 5e envoie des gens prendre des étiquettes de 100 francs tous les jours. Hervé, ça vous le savez. On envoie, je dis, la mairie de Douala 5e. La campagne, c'est l'année prochaine. Non, écoutez. C'est candidat à Douala 5e. Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Oui. Nous voyons tous le marché Misoke. Nous traversons là. On n'arrive même pas à rouler. Des gens sont sur la chaussée et font du commerce là. Moi, j'adviens à me poser la question. Si vous avez un camion qui dégringole, mais on aura une situation grave. Oui. Et bien évidemment, mon ami Somo va demander qu'on implore le bon Dieu. Pourtant, moi, j'aurais un discours... Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non, j'aurais un discours un peu beaucoup plus dur pour dire on peut éviter ça. Pendant que ces populations... On peut prévenir. On peut. Parce que ces populations sont là. Ce que je ne comprends pas, c'est que la mairie envoie des gens avec des étiquettes, prendre des 100 francs aux gens qui sont vendus de route. Okay. Non, c'est pas le TVP. Je ne parle pas de l'ETVP. Ils ont des tickets de 100 francs qu'ils payent tous les jours là-bas. Donc c'est une occupation légale. C'est pas normal. En même temps, quand on initie des casses, comme ce fut le cas la semaine dernière, au marché Kololoun, on en trouve toujours qui disent il faut pas le pouvoirs publics en font trop. Déjà même les personnes qu'on déguerpille là, sont les premières personnes à dire attention, on va aller où, on va vivre de quoi, c'est la rentrée scolaire, comment est-ce qu'on... Donc, si on veut... C'est pourquoi j'aime bien celui qui fut délégué du gouvernement à l'époque à Yaoundé, comment on l'appelait, Timmy Vouna. Je salue ce monsieur, parce qu'effectivement, pour mettre de l'ordre à Yaoundé, il n'a pas eu besoin de gérer avec du sentiment. Parce que si on veut gérer... Il faut le sentiment dans l'administration, mais il n'a pas été... complaisant, si tu veux, il a été très dur et ça a marché, Mais effectivement, on disait tantôt, Évé, la tolérance administrative peut nous conduire vers des drames. Exact. Et c'est pourquoi je dis, à un moment donné, quand on est convaincu qu'ici, on peut avoir des situations graves,
il faut que l'État soit debout. Maurice. Oui. Il y a en ce moment, et je me répète, actuellement, il y a des questions essentielles qu'il faut se poser. Le drame, lui, il est déjà survenu. Avant de nous poser la question de savoir si nous avons été suffisamment prévoyants ou prévenants, je ne sais pas le concept consacré, avant de nous poser ces questions, avant de savoir si les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'il fallait pour que cela n'arrive pas, avant de réfléchir sur ce que nous allons faire pour que désormais ce genre de choses ne se reproduisent pas, la question c'est qu'est-ce que nous faisons là, ici et maintenant pour atténuer les souffrances des populations. Les questions autour de cette problématique, c'est est-ce que nous sommes en train de faire tout ce qu'il faut? Et justement, pour embrayer... Est-ce que... Parce que je reviens à ce que au bilan que tu lisais là, des actions qui ont été menées, c'est pour ça que je vais dans ce sens-là, oui. Justement, je veux dire, pour embrayer, ce sera la question pour sortir de ce thème. On est d'accord qu'il y a eu des mesures préventives, il y a eu des mesures... pour contenir la situation. Contenir la situation, oui. On a annoncé le bilan tout à l'heure. Maintenant, il y a des mesures d'après, catastrophe. La question de sortir, de savoir si, au regard quand même de l'action, de la mise en branle des services publics, des services de l'État, est-ce qu'on a fait ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on est en train de faire? Oui. Oui. Est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire ce qui doit être fait en pareille circonstance? Est-ce qu'on est en train de bien le faire? Est-ce que c'est fait dans les normes? Et est-ce que on peut... L'autre question, c'est quand on s'inspire un peu de comment est-ce que les catastrophes se gèrent ailleurs. Est-ce que le gouvernement est dans sa plénitude? Est-ce que le gouvernement est dans... J'ai entendu un débat, comme il y en a plusieurs dans les milieux dits intellectuels de Douala, qui est un débat artificiel. Ils ont confondu la réponse à l'urgence, comme le professeur vient de le dire. Qu'est-ce qu'on fait pour contenir le drame qui est en cours? D'accord. Et le deuxième temps qu'on appelle la réparation, dans laquelle on va inclure aussi les éléments de prévision pour prévenir les situations. Ce que le chef de l'État a fait et ce que l'État est en train de faire, c'est gérer d'abord l'urgence, la situation dramatique dans laquelle se trouvent nos compatriotes dans la région, et faire en sorte que cette situation n'entraîne pas une distorsion, une rupture de la vie économique et sociale dans ce coin. Et dans un second temps, évidemment, qu'on va réparer les dégâts, construire la digue ou le pont, peut-être pas au même endroit, envisager d'autres solutions, parce qu'on aura tiré toutes les conséquences et les leçons. L'État est en train de faire les évaluations de ce qui s'est passé. Et là, attention, alors, je termine. Et là, attention, promesse non tenue, parce que justement, la digue... Je termine maintenant sur quelque chose de polémique, mais nous, on n'a pas peur du débat. Il y en a qui ont pris leurs règles à calculer. Bon, maintenant, même si vous n'avez pas fait l'algèbre, c'est très facile. Et disent que oui, voilà, le geste du chef de l'État, c'est 1500 par personne. Je crois que ça, c'est le concours de la mauvaise foi. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le professeur Simon en disant que le temps de ce genre de délire n'est pas là maintenant. Et il faut faire autre chose. S'il te plaît. Oui, je t'en prie. Dis-moi, tu es chez toi. Et l'incendie te trouve à la maison. Tu dis, la maison brûle, et tu dis à ton épouse, je t'avais dit de ne plus préparer au gaz. Non. Il fallait que tu éteins l'incendie d'abord. Tu éteins d'abord l'incendie. Est-ce que réfléchir ou raisonner ainsi suppose qu'on est devenu trop sentimentaliste ou affectiviste, comme mon frère Waboli? Est-ce que c'est une affaire de sentiment? Non. Je vais rejoindre ceux qui demain se poseront d'autres questions, des questions de la prévisibilité des événements. Nous ne nous les poserons que lorsque nous aurons sauvé nos compatriotes qui sont dans cette situation. Voilà tout ce que je dis. Le dernier mot sur la question sera dit. Monsieur Somo, que vous voulez ou pas, vous n'allez pas empêcher l'homme politique d'avoir une vision différente. On est déjà fatigué avec cette histoire. Je vous dis encore, non, la maison brûle. Laissez-nous que le RDPC, le SIF, la maison brûle. Attention à la police du plateau.
Allez-y. Monsieur Somon. C'est pas une maladie honteuse de faire la politique, professeur. Non, bien sûr. Moi, je suis politicien. Quand le débat sera fini, à la fin du débat, je vous dirai quelle est ma chapelle politique. Non, mais c'est pas vous inviter c'est de la pourquoi tricherie, professeur. Mais voilà. C'est de la tricherie. Voilà. On vous a invité pourquoi? Vous m'avez... Non, député, vous m'avez invité ici comme expert. Regardez... Je vous le conseille. Ouais, je vous le conseille. Il a été certes invité comme expert. Vous voyez que dans sa démarche, on peut bien déduire de parti politique. Dès qu'on aura terminé la mission, je vous donnerai votre parti politique. Monsieur Simon, vous savez, il y a dans ce pays, parce qu'on ne peut pas seulement se dire qu'est-ce qu'on fait. Nous avons ici un ministère de la recherche scientifique, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord que les scientifiques produisent des données qui permettent justement de prévoir certaines situations pour les catastrophes. Mais vous voulez que devant une telle situation... Il y a même un ministère de l'Environnement aussi. Alors, vous voulez que devant une telle situation où il y a un ministère qui a un budget, qui est justement chargé justement de faire certaines recherches et nous produire certaines données, et que lorsqu'il y a une situation, on ferme les yeux, on dit pleurons d'abord, sauvons d'abord les gens, et après... on dira, mais voici le temps de faire du bilan. Si vous attendez... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux couper les têtes? Je vous en prie. Non, mais je t'en prie. Je ne suis pas en train de couper les têtes. C'est seulement qu'il faut qu'on sache que, justement, c'est l'argent du contribuable camerounais qui est alloué à ces différents ministères. Et il est hors de question que lorsqu'une situation comme ça arrive, d'accord, on fait fi comme s'il ne fallait pas justement interroger la portée de ces ministères. Vu sur cet angle, on est en train de dédouaner les gens d'une situation, des gens qui perçoivent de l'argent du contribuable camerounais. Que chacun fasse son job. Alors, je dis bien qu'il y a un ministère de la recherche scientifique, des scientifiques produisent des données qui permettent justement de prévoir qu'est-ce qu'on en fait. Soit on veut, comme elle avait dit, il y a même un ministère de l'Environnement. À un moment donné, il faudrait bien qu'à un moment donné, on mette sur la table ces différents ministères et pour leur dire, c'est quoi votre job? C'est quoi votre job? Et qu'on dégage justement les responsabilités. Parce que si on veut justement faire fi de tout ça, le moment venu, on continuera à mettre l'argent du contribuable aux mains de ces différents ministères et rien ne va changer. Merci à vous pour ce premier thème. On va prendre la transition en sous-entendu que on a interrogé évidemment les mesures qui ont été prises, mesures anticipatives, mesures pendant le drame, et on verra éventuellement les mesures post-drame si elles répondent aux problématiques liées à ces inondations-là, et que c'est peut-être si on peut mieux les gérer, parce qu'on ne pourra pas les éviter, c'est la nature. Si on peut mieux les gérer lors des prochaines inondations, même si on ne souhaite pas qu'elles se fassent. Deuxième transition, et on parle des microbes. Alors pour ceux qui ne sont pas peut-être imprégnés de nos réalités, les microbes, il s'agit simplement de ces agressions. Peut-être pas simplement, il s'agit de ces agressions urbaines qui se font par des groupes de jeunes. Des bandes. Des bandes de jeunes, souvent armés de couteaux et autres armes blanches, qui agressent à une vitesse extraordinairement rapide des populations qui va à leurs occupations. Et les dernières agressions datent de vendredi dernier, du début du week-end dernier, où il y a eu un mort au quartier Bali. Le phénomène a commencé au niveau de la rue Ndjondjo, ensuite à la rue des Mangués, et puis il est allé vers le carrefour Anatole. Le gouverneur de la région du littoral, dès le lendemain, est descendu sur les lieux pour faire une évaluation, rendre visite aux victimes et certainement donner les premières mesures afin que le phénomène, ou du moins que les présumés agresseurs soient interpellés. Ce soir-là même, 2 ont été arrêtés. Je l'ai dit à l'entame, aujourd'hui, finalement, le gouverneur annonçait que 8 de ces jeunes ont été interpellés et que désormais, tout est sous contrôle. Alors, question, quelles sont les principales causes de ces agressions? Peut-être Maurice d'abord. Bon, malheureusement, je n'aurai pas l'opportunité d'avoir très longtemps la parole parce que Hervé n'aime pas ça. Allez-y. Vous voyez que vous prenez des gens en seconde. Sinon, je me serais inscrit dans une démarche pédagogique. Allons-y. Non, quand on parle d'agression, d'accord, on est ici dans une situation de violence. Bien sûr. Pour comprendre l'action de ce que vous appelez, comment ? Microbe. J'évite d'utiliser ce mot parce que pour moi, il ne signifie absolument rien du tout. Ok. Et justement parce qu'on a tellement théâtralisé cette histoire
qu'on lui a donné beaucoup trop d'importance. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque il y a des phénomènes de dépravation de mœurs dans les établissements scolaires au Cameroun, la ministre sort et dit on va mettre les caméras partout dans les établissements, ça fera que le phénomène, lui, va chuter. Effet inverse, le phénomène est allé en vrille, simplement parce que cette fois-ci, les enfants se mettaient là où ils voyaient justement qu'il y a cette caméra de surveillance pour poser un acte, sachant que le lendemain, il fera le buzz, on parlera de lui dans toute la République. On a beaucoup trop théâtralisé cette situation que les pouvoirs publics camerounais, les forces, les FMO, sont capables de neutraliser à tout moment parce que nous sommes dans un état que je sais quand même fort pour ce genre de choses. Ça, en réalité, c'est une parenthèse. Maintenant, quand on parle de violence, on parle forcément de frustration. Une violence, c'est l'expression d'une frustration qui utilise une voie détournée pour se réaliser ou pour se manifester. Comprendre le phénomène des enfants qui sortent dans la rue et qui commettent des actes de violence suppose que quelque part, il y a une frustration qui est liée à l'environnement dans lequel ils vivent. Cette frustration pourrait être au niveau des enfants eux-mêmes, mais également au niveau des parents. Et plus globalement, on ne peut pas comprendre le phénomène de microbes sans rattacher l'origine, c'est-à-dire que sans avoir une description des quartiers desquels ces microbes sont originaires, essentiellement ici chez nous. Hervé a déjà secoué la tête, je sais pourquoi il secoue la tête. Un type d'un commandant, je ne peux pas penser qu'on puisse dire autrement. Mais la réalité, c'est cela, c'est-à-dire que il y a comme, si vous voulez, c'est très difficile aujourd'hui, je mets des fourchettes, c'est très difficile aujourd'hui qu'un enfant sorte d'une maison cousue où il a tout ce qu'il lui faut pour se mettre dans la rue et perpétrer ce type d'acte. C'est des enfants qui, en réalité, sont à la recherche d'une formule compensatoire aux frustrations qui sont les leurs. Et poser le problème de ces microbes sans envisager ces frustrations serait complètement passé à côté de la plaque. Je ne dis pas que c'est la seule cause qu'il soit à l'origine du phénomène, mais je dis toute violence, et là je veux que cette expression soit générique, toute violence est l'expression d'une frustration qui ressort sous forme d'exutoire. Avoir des enfants violents dans la rue suppose que ces enfants ont des frustrations, soit par eux-mêmes, soit par devers leurs parents, qui ne sont pas capables de leur donner. Regardez ce qu'ils font, ces enfants. Dans les quartiers où ils passent, ils ratissent tout ce qu'ils trouvent. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui viennent faire de la violence pour la violence. Ils sont parfois dans la raquette. C'est vrai que c'est des enfants qui viennent régler parfois certains comptes. Mais c'est vrai que c'est des enfants qui viennent d'une forme d'exhibition. Elle ne veut pas dire que moi, je n'ai pas grandi dans ce genre de quartier. Oui, moi, je lui dis qu'il est de commandant. Moi, je suis de New Bele-Bolova. Oui. C'est-à-dire que qu'il se demande là, c'est-à-dire que je n'ai vécu, ça a été plus difficile chez moi que chez lui. Donc, c'est à peu près ce dont il est question ici. Je dis, on explique cela d'abord, je vais m'arrêter là, sur l'expression d'une frustration, et que si on veut comprendre ce qui s'est passé, allons interroger la frustration de ces personnes. Et il est bien de dire que vos arguments ne sont nullement pour justifier ces phénomènes, c'est simplement pour comprendre les causes. Non, je vais te retrouver en disant que ça c'est un phénomène social. Chez nous, dans les humanités, nous disons tout phénomène est explicable. On peut expliquer tout phénomène, mais tout phénomène n'est pas justifiable. On ne peut pas justifier des comportements comme cela, mais on peut expliquer pour savoir, sur le plan épistémologique, qu'est-ce qui a précédé cela. Certains m'ont dit quelles en sont les causes. D'accord, rêvé. Mais là, Maurice et moi, on va avoir un problème, parce que là, il est en train de faire une séance de psychologie sociale collective.
pour nous expliquer que oui, si quelqu'un a trébuché, c'est parce qu'il y avait du savon sur le plancher. Ce qu'on appelle les microbes, c'est une réalité. D'ailleurs, il y a notre groupe qui a une proximité, un cousinage avec les microbes qu'on appelle les retours. Ce sont les mêmes. C'est la même chose. Bon, ce sont les mêmes. Même chose. Et deuxième chose, l'âge de la responsabilité pénale dans notre pays est à 16 ans. Et si comme on a identifié et récupéré, vous verrez que plusieurs de ces voyous, il faut les appeler comme ça. C'est des voyous. On les appelle enfants. Non, non, ce ne sont pas les enfants, ce sont des voyous. Plusieurs de ces voyous ont largement dépassé les 17-18 ans. D'accord? Et on dit qu'ils viennent des quartiers. Oui, bon, ils viennent des quartiers. Mais il faut savoir que moi, j'ai vécu, il y a une dizaine d'années, un phénomène des microbes à la cité SIC. Hein? Et ils sortaient de la zone de l'ESSEC et ont traversé. D'ailleurs, quand ils sont arrivés au niveau du stade Marion, que Marc et moi on connaît très bien, ils étaient très embêtés parce qu'ils craignaient d'être reconnus et ils ont trouvé plus dur qu'eux. C'est-à-dire, eux, ils venaient, les gens attablaient devant les débits de boissons, ils ramassaient les téléphones et tout, même c'était ramasser même des bouteilles. En fait, là, on entre dans un cycle de la violence urbaine violente, et je ne sais pas, un pléonasme, hyper violente, qui s'accompagne même de la prédisposition à commettre des crimes. Hein? Et l'État doit les combattre avec la même fermeté que combattre toute autre forme de violence, surtout quand il y a des atteintes physiques sur les personnes. Il faut les combattre. Donc, on peut rentrer dans une séance, on va dire, bon, ce sont les gens qui sont sortis du système scolaire, so what? Ce sont les gars qui sont en chômage, et alors? Ce sont les gens qui ont des parents divorcés, et alors? Ou ils habitent des quartiers difficiles. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier difficile? Je sors d'un commando, ça ne m'a pas empêché de faire une carrière de banquier. Il faut que chacun mette de l'ordre autour de chez lui. D'abord, les parents. Et deuxièmement, l'action publique maintenant va s'occuper d'eux. Je suis heureux qu'on ait identifié plusieurs. Et croyez-moi, on va les reconnaître. Quand j'ai fini de faire le procureur, maintenant, je viens vous dire que quand même, j'espère qu'on aura le temps de voir quelle est l'infrastructure de sécurité que nous avons pour faire face à cette mutation de la violence. Nous sommes un pays qui n'a plus 4 millions d'habitants. On a toujours le même nombre de commissariats à Douala. Maurice et moi, on le sait. Vous comprenez? Vous prenez le commissariat du 7e arrondissement, il doit s'occuper de l'université, qui a 65 000 inscrits, sans compter les clandestins. La cité SIC, qui doit avoir une population de près d'1 million d'habitants. Un seul commissariat. C'est qu'à 1 million d'habitants, bon. Au moins. Ça, vous savez, ça c'est notre sujet. Quand vous voulez une maison à je rappelle que je parle quand même à un expert des questions électorales, oui. Surtout dans cette zone. Non. Là, vos chiffres vont être très proches de la vérité. Je vais dire, député, c'est que la population n'est plus contrôlable avec les moyens qu'on a maintenant. Et il y avait un projet ici que l'ancien délégué régional à la sûreté, Raymond Essogo, avait proposé la création de 44 postes de police. Si vous prenez le triangle dans lequel le dernier shopping des voyous là a eu lieu, ils partent de MRC Ndjondjo, parce qu'on continue à appeler MRS Ndjondjo, ils ne font pas au hasard. Ils entrent la rue de Manguier, qui n'est ni éclairée, ni et ils vont sortir par Carrefour Anatole, continuent, ils vont sortir par le Carrefour Kayoeli pour continuer au Carrefour Anatole. Ils savaient qu'en disparaissant dans la nature, sauf si leurs copains les trahissaient, le temps que les forces de défense et de sécurité arrivent, ils seront partis. Parce qu'ils ont évité Makea, où ils savent qu'on allait très vite les retrouver. Donc, nous avons là, professeur, un phénomène qui est dangereux. Et s'il commence maintenant et qu'on ne l'arrête pas très vite, il peut créer la confusion. Parce que nous rentrons dans une année électorale. La sécurité est un sentiment. La sécurité est un sentiment et il faut qu'on reprime tous les actes de violence, ceux qui portent passer. D'abord, c'est une transgression de la loi. Et deuxièmement, ça met à l'épreuve l'autorité de l'État. D'accord. Donc moi, je pense que devant cette situation, au lieu de faire de la psychologie ou de la psychanalyse, faisons œuvre de salut public en dénonçant. Et il faut que l'État... Tu me permets? Oui, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Vas-y, Maurice. Non, je voulais tout simplement dire à Hervé qu'il y a là
dans les propos qu'Hervé vient de tenir, une raison pour laquelle depuis plusieurs années, le phénomène, il revient, il revient. À un moment donné, les forces de maintien de l'ordre, à travers le gouvernement, ont saisi le discours que le gouverneur a tenu aujourd'hui, avec la même force. C'est un discours qu'il avait déjà tenu au lycée de Newell, concernant la drogue. Ce discours était même plus dur. Oui, mais il n'a pas plus de personnel de police. Oui. Non, ça, je ne dis pas le contraire. Sauf que ce que je dis, c'est que parfois, lorsqu'on a essayé quelque chose et que le problème est revenu, il faut se dire qu'à un moment donné, il est probable qu'on n'ait pas très bien compris le fond, la cause profonde. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas envisager ce que vous dites, mais je dis, essayons de faire un effort de compréhension qui aille au-delà c'est-à-dire que partons du phénomène que nous observons pour questionner ce qu'on appelle le noumen, c'est-à-dire la chose de derrière le phénomène. Lorsque les enfants sortent dans la rue... Ce ne sont pas des enfants, Maurice. Lorsque ces voyous. Oui, lorsque ces voyous sortent dans la rue, qu'est-ce qui amène ces voyous dans la rue? Quand nous aurons répondu à la question de savoir qu'est-ce qui amène ces enfants, parce qu'il n'y a plus de contrôle d'identité dans la rue, on n'est même pas sûr que c'est nous serons plus armés pour les neutraliser. Donc, il n'y a pas d'école, ils n'ont pas d'emploi. Ils ne vont pas à l'école. Bon. Allez-y, Max. Monsieur Dipita, je crois que le sociologue, le psychosociologue, c'est là le point, hein. Je crois que là, il est à l'aise là maintenant. Je crois que il a y a un petit sourire du coin de la bouche là. Les raisons qui puissent conduire à de telles attitudes de la part de ces jeunes. Seulement, la question qu'il faille se poser, c'est que doit-on accorder des circonstances atténuantes à ces jeunes? La réponse est non. Non. La réponse est non parce que nous sommes dans une république et il y a des lois. Donc, si ces jeunes estiment... Pourquoi tu les appelles jeunes, tu persistes, Max? Disons, c'est voyou. Si c'est voyou. Bon, vous savez, vous me connaissez de très poli. Non. Je veux pas... Il n'y a pas de petite vipère. Je veux pas... J'aime peut-être soigner le mal en utilisant la bétail. Le poison a les mêmes conséquences, quel que soit l'âge de... Alors, je voudrais dire tout simplement que on ne doit pas les accorder des circonstances atténuantes. Parce que j'estime que qu'ils soient dans la misère, qu'ils soient dans le mal vivre, je crois que notre République leur donne des canaux de pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre et de pouvoir changer la donne. Il faut bien qu'on se comprenne. Bravo. Si vous estimez que vous êtes dans la misère, si vous estimez que vous n'allez pas à l'école et que la faute peut-être est à ceux qui nous gouvernent, eh bien, la République vous donne des voies et moyens pour changer. On est d'accord. Donc, fort donc de cela, je ne peux pas dire que quelque chose peut justifier, parce que quand j'ai vu partout là, les gars... Ne peut pas justifier, peut expliquer. Comprendre. Même expliquer, je ne veux même pas expliquer. Je ne veux pas expliquer. Tolérance zéro. Il faut qu'on explique pour comprendre. Il faut qu'on explique pour comprendre. Et apporter les réponses. J'ai dit tantôt que je ne pouvais pas accorder des circonstances atténuantes, parce que, M. Dipita, nous sommes sur le plateau. Mais que je sors maintenant, et quand je veux aller à ma voiture, il y a ce phénomène qui est là dehors, et on nous coupe un bras, vous voyez, on nous coupe un bras avec la machette, mais c'est pas normal. C'est pourquoi je dis, si sur ce plateau, on veut tenir un discours en disant accorder les circonstances atténuantes, ils nous regardent, d'accord, ils sont en bas. Je dis non, on ne doit pas leur accorder les circonstances atténuantes, on doit leur appliquer la rigueur de la loi. Et je dis à ces jeunes, si vous estimez que vous vivez mal, si vous estimez que vous n'avez pas de travail, si vous estimez que vous n'allez pas à l'école, si vous estimez que vous ne pouvez pas vous soigner, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire pour changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas en prenant des matières. Merci. Monsieur Hervé, nous sommes en train de faire un travail d'éducation et c'est très important. Oui, oui. Vous comprenez? Pour une fois, on est d'accord. Vous avez été d'accord avec moi que il ne faut pas qu'il y ait de violence. Oui. Je dis bien que s'ils estiment qu'ils vivent mal, d'accord? Ils savent ce qu'il faut faire. Mais on ne demande pas aux gens de recourir à la violence. Vous comprenez? Parmi eux, il y a des gens, justement, qui sont en capacité, leur voix compte. Même dans le cadre d'une élection, ils n'ont pas le courage de le dire. Mais en ce moment, vous pouvez prendre des canaux pour vous exprimer que de recourir à la violence. Parce que, écoutez, quand ils viennent dans mon quartier... La violence gratuite. D'accord? Ils prennent des machettes. Vous êtes peut-être dans une boutique, on vient
brutaliser la dame de la boutique. Si elle fait résistance, on coupe avec la machette. Je ne peux pas admettre ça. C'est pourquoi je dis, devant ce phénomène, si le discours du gouverneur a été dû, je veux qu'il le soit encore plus que ça. Parce que force doit revenir à la loi. Si on ne fait pas ça, on risque d'arriver dans une société de règlement de compte, où quelqu'un se lève un matin, il prend la machette, il organise une bande de petits voyous, on va tuer les gens. C'est le phénomène de retour. C'est pas normal. C'est faux. C'est pas normal. Est-ce que nous sommes en capacité d'y mettre un terme définitif? Oui. Le professeur Simon l'a dit tout à l'heure. Il y a un travail en amont, Voilà. c'est-à-dire former notre jeunesse, l'encadrer, s'il y a des jeunes parmi eux. Et l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Je ne sais pas dans quelle mesure cela est respecté partout. Vous avez des gens qui ne vont pas à l'école et se promènent dans des quartiers à 2 pas d'une institution scolaire ou périscolaire et personne ne s'en inquiète. Nous avons aussi des endroits où il faut donner des réponses dans la formation de ces jeunes. Et je ne rejette pas ce que le professeur a dit. Mais nous sommes maintenant arrivés à une situation d'alerte qui fait que nous devons d'abord faire respecter la loi, l'ordre public. Et c'est dans le respect de cet ordre public exactement On est comme dans le schéma des inondations. Voilà. C'est-à-dire contenir ce qui est en train de se mettre en place. Trop, c'est trop, n'est-ce pas? Il faut que des gens, Max et moi, on puisse circuler librement et que ça ne continue pas. Et vraiment, je m'excuse, il faudra peut-être que vous atteniez mon propos. Le problème aussi, c'est l'identification des gens qui sont sur nos territoires. Parce que je ne peux pas faire l'économie de rappeler qu'il y a eu un phénomène comme ça à Newbel. C'est une bande organisée et au final, je ne donnerai pas les noms pour des raisons de sécurité. C'était une bande d'étrangers qui avaient décidé d'aller venger un de leurs copains qui avait eu un problème, un mototaxi. Vous comprenez? Oui. Donc tout cela se conjugue et donne le sentiment d'insécurité qu'on ne devait pas avoir à Douala. Les autres problèmes, parce que ce qui a eu lieu, je ne sais pas à quelle heure dans la journée exactement, tels que l'éclairage et tout cela, évidemment, il faut faire quelque chose. Moi, quand j'étais enfant, je partais d'un commandant me balader à Bonanjo, tu te souviens, on allait chaparder les mangues. Aujourd'hui, Bonanjo n'est pas éclairé. Hein? Et quand le préfet Sylvia prend des décisions pour interdire les motos, les mêmes disent on est en train de réintroduire le système de laisser passer à Douala. Non, il faut commencer par quelque chose, donc il faut contenir ces gens. Donc, moi, les solutions telles que les groupes de vigilance, je ne crois pas du tout à cela. Je crois qu'il faut donner les moyens aux forces de défense et de sécurité. Les rafles. Les rafles, mais je le dis haut et fort, je vous regarde dans les yeux, il faut commencer les rafles. Celui qui n'a pas le cas d'entrée rentre dans le sang payé. D'accord? Il faut leur expliquer ce que c'est que le sang payé à notre époque. Et il y a des zones criminogènes. Ce n'est pas une insulte de dire qu'à tel endroit, on joue trop au jambo, on trafique trop la drogue et tout ça. Donc je crois que nous devons aider nos forces de défense et de sécurité, augmenter le nombre de commissariats. Je m'excuse pour mes amis de la police, mais quand vous voyez un commissariat qui est le nôtre, toi et moi, du 7e, qui a un véhicule déjà abîmé à cause des interventions, et qui n'a plus de véhicule pour intervenir, dans une population de plus de 500 000 habitants. Vous voyez, la norme en matière de police, c'est qu'un commissariat doit avoir au moins 50 personnels pour se relayer 3 fois 3. Vous comprenez? Et vous avez un commissariat où il y a 2... Vous n'avez pas donné pour des raisons de sécurité le nombre de personnes? Non, ça c'est une norme internationale. En matière de police, ce qu'on appelle un commissariat, ce n'est pas 3 personnes. Vous n'allez pas donner les effectifs actuels. Non, je ne peux pas le dire. Okay. Je ne peux pas appeler la tempête sur moi. Voilà. Mais je vous assure qu'on a besoin, Douala a besoin de plus de postes de police au moins, de plus, j'aime pas beaucoup la gendarmerie en ville, mais bon, ça c'est un problème personnel, de plus de brigades de gendarmerie. Et pourquoi on n'irait pas à la réflexion jusqu'à créer des préfectures de police? Alors, vous avez semblé aborder un peu ce volet tout à l'heure. N'y a-t-il pas également lieu de créer, qui sait peut-être pour ces jeunes, des autres poches d'épanouissement, qui sait peut-être des emplois? Lesquels, par exemple? Des emplois. Et on va en parler dans quelques minutes. Oui. Ça, c'est le GECAM, ça. Voilà. Vous m'avez vu. On va en parler dans quelques minutes. Mais je veux dire que quand je réfléchissais, je me suis dit comparaison, et j'ai fait un pas de comparaison, mais je me suis dit, on voit 6 000 Camerounais qui partent. Ils ont peut-être eu les moyens, les opportunités. Mais eux sont les fonctionnaires, en plus ils veulent l'argent public. Ils ont peut-être eu les moyens, les opportunités et tout. Et donc, ils sont quittés de cette atmosphère dans laquelle, qui sait peut-être, ils se sentaient frustrés.
mal payés ou je ne sais pas trop, ils ont leur raison, mais eux, ils ont réussi à partir. Ces jeunes, ces voyous, qui commettent des agressions, qui ne sont pas dans les écoles, Ils vont à la Méditerranée. Ils ne se prennent pas les avions. Qui n'ont pas. Est-ce que leur créer un environnement d'épanouissement qui peut être des emplois? Tu veux dire qu'il n'y a pas d'épanouissement pour les jeunes au Cameroun, député? Toi qui es un observateur. Eh bien, vous avez une bibliothèque municipale dans la ville. Oui. Vous avez un espace. J'ai une galerie. Tu connais Ben, elle est privée. Ah non, j'invite tous les jeunes à venir voir ce que c'est qu'un tableau. Le jour où vous n'êtes pas là, les fermer. Le jour où vous n'êtes pas là, les fermer. C'est gratuit. C'est la vôtre. pas mal de le faire, Marc. Mais c'est la vôtre. Mais je le fais. Voilà. Mais je le fais. Les jeunes peuvent être heureux et enthousiastes au Cameroun s'ils respectent la loi et que l'État leur donne. Il faut bien qu'on s'entende sur un concept comme la frustration. Ok. Bon, parce que si je dis il y a frustration, je ne dis pas qu'il y en a qui frustrent les autres. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, d'accord. Alors, je dis qu'il y a des frustrations. Hervé, quand il va rentrer chez lui tout à l'heure, quand il va se coucher, il peut arriver que son épouse ne soit pas d'accord pour un certain nombre de choses. Demain matin, quand il va sortir tout nerveux... Non, la mienne n'est pas sur le continent. Tu fais exprès de le dire, bon, vas-y. Ok, prenons le cas chez monsieur. Les frustrations de ménage. Allons-y donc. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est simple. C'est que pour ces voyous, ils sont frustrés, c'est évident. Mais devrait-on rendre responsable de leur frustration la société? La société? Là est la vraie question. Mais toujours est-il que pour comprendre mieux leurs attitudes et leurs comportements, c'est bien de savoir qu'ils sont frustrés. Et c'est pour ça. Et comme ça, une fois qu'on est à l'écoute, on dit, OK, s'ils sont frustrés, il y a probablement quelque chose que nous puissions faire, mais tout au moins, nous savons pourquoi ils se comportent ainsi. D'accord. J'insiste sur le fait que lorsqu'un phénomène devient récurrent, ça veut dire qu'on n'en a pas maîtrisé suffisamment la cause et que la réaction qu'il faut n'est pas celle qui est appropriée. Ça fait peut-être 10 ans, plus de 20 ans, 30 ans que ce phénomène il revient sous de multiples appellations. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous ne l'avons pas cerné. Mais ce phénomène est minoritaire, hein, Maurice. Oui, il est minoritaire. Je suis d'accord, Excuse-moi, Maurice. Marc, je vais vous raconter une petite expérience cet été. J'ai été invité au lycée Josse. Là, je dis, c'est pas mon ancien lycée, donc. Les appelés, le service civique. Absolument. Il y avait plus de 150 jeunes qui venaient de toute la région littorale. D'ailleurs, je dis à M. le gouverneur, tous ceux qui ont permis cela, bravo. Ils venaient d'une CAM, de la Saramaïtim, du Mungo et tout. Voilà des jeunes qui se sont réunis. Et là-dedans, j'ai essayé de faire un sondage pour comprendre de quel milieu ils venaient. Il y en avait qui faisaient l'école d'infirmière. Donc, les jeunes qui ont de l'ambition et qui aiment ce pays peuvent trouver des raisons parfois de se mettre ensemble et d'avoir un projet pour vivre ensemble. Tout à fait. Le problème que nous avons maintenant, c'est que nous n'avons plus de service militaire. Vous avez des gens qui grandissent à 20 ans, ils ne savent même pas chanter l'hymne national. Et ils ne savent même pas ce que veut dire l'ordre. Ils parlent aux policiers comme si c'était leurs copains dans la ville. Ils font ceci, ils font cela. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est là qu'on doit intervenir maintenant, à titre préventif, pour que tous ces jeunes ne sortent pas des rangs. Mais la tolérance doit être zéro. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Max. Alors, il y a un autre point qu'on doit évoquer également, parce qu'il faut également aller même dans les cellules familiales. Alors, vous avez justement des parents qui ont démissionné. Oui, qui tapent leurs femmes devant les enfants. Des parents qui ont démissionné et les enfants, c'est carrément un laisser-aller. Oui. Et du coup, les enfants, ils doivent se frayer eux-mêmes un chemin. Eh bien, quand des enfants ont des attitudes déviantes, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vient interpeller ces enfants, c'est les parents qui sont les premiers à supplier. Et il y a des parents receleurs. Vous comprenez? À Noubel, par exemple, tous les parents sont des receleurs. Non. Cela n'engage. Voilà un gars de je vous stoppe tout de suite. Je me désolidarise. Non, il dit la vérité. Non, mais je suis un non-partisan de l'absolutisme. On ne peut pas dire que tout le monde est comme ça. Il y a des parents receleurs. À Noubel, à Bipanda, il y a des parents receleurs. À Bonanjo, à Bonaberi, à Mambada. Alors, à Bonamoussa dit où moi je suis. Voilà. Il y a des Voilà. Monsieur le député,
Mais vous ne pouvez pas être chez vous, un enfant vient parce que vous n'avez pas de télévision à la maison, et un enfant vient avec un gros écran, et puis vous accrochez, vous installez, vous commencez à regarder. Ça, c'est ce type de parents voyous également. Et en ce moment-là, l'enfant a un comportement qui est cautionné par ses parents. Mais je voudrais dire, parce qu'on dit ces jeunes-là, tous ces jeunes, sont pas jeunes, des voyous. Ce que je veux dire, c'est que je doute fort qu'un enfant qui a conscience qu'il doit se battre pour son avenir puisse se retrouver en train de prendre des machettes pour poser des actes de voyoutisme. J'arrive à la conclusion selon laquelle ces jeunes ou bien ces enfants qui font ça sont des bandits. Et je vais donc leur répondre en leur citant Thomas Robert Malthus. Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si sa famille ne peut le nourrir, si la société ne peut utiliser une partie de son travail, n'a pas le droit de réclamer une portion quelconque de nourriture. Au grand banquet de la nature, il n'y a pas de couvert ni pour lui. La nature lui recommande de s'en aller et elle ne tarde pas à mettre cet ordre à exécution. Prix Nobel de littérature. Vraiment. Bravo. Pour sortir. Bravo. Ça, c'est... Bravo. Non, mais moi, j'ai quand même une préoccupation. J'ai une préoccupation. Je pense que oui, bon, il faut absolument que la société se protège. Bien sûr. Hein? Et nous devons protéger les faibles. Enfin, la société doit nous protéger. Sinon, les loups et les agneaux ne pourront pas marcher ensemble. Absolument. Donc, là où je suis d'accord avec Maurice, professeur Simon, c'est que il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas des entrepreneurs du chaos qui organisent cela à dessein pour créer un sentiment d'insécurité? Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que j'ai participé à un débat il y a quelques temps où quelqu'un suggérait qu'on mette, suite à une affaire au lycée, bon, je vais citer le nom, au lycée d'Eido, bien d'Eido, et quelqu'un m'a dit, oui, il faut qu'on essaie le BIR dans chaque lycée parce que ça devient ingérable. Je lui ai dit non. Si mes enfants ou des gens qui sont à côté de moi ont des enfants, je n'accepte pas qu'on élève ces enfants avec des baïonnettes et des fusils. Alors, quand je l'ai dit, c'est pour dire que l'école est le premier niveau pour répondre à la préoccupation de Max, qui est pertinente. J'ai été président du conseil d'établissement. Vous voyez des enfants qui viennent, qui n'ont pas mangé, des enfants qui ne sont pas lavés, des enfants, et certains même se perdent dans la rue, ils n'arrivent pas à l'entrée de l'école, et ceux-là sont récupérés par ces voyous qui les recyclent dans le racket qui peut arriver. Vous savez que ce sont des enfants de 12 ans qui ont tué des Chinois à Bali. Vous connaissez cette histoire. Bien sûr. Donc là, on a un phénomène qui nous interpelle et ça doit être une cause nationale pour protéger la jeunesse. Parlons de ceux-là qui partent du Cameroun. Peut-être cette fois sans transition, Erin Gandon va y aller tout de go. On n'a plus qu'une quarantaine de minutes. Ça passe vite. Ah oui, hein, il est 22h18 c'est parce que déjà. c'est une bonne émission. Je dis souvent que la qualité de l'émission dépend également de la contribution et de la pertinence des invités. Cela dit, le GCAM l'a annoncé. Le GCAM. Le GCAM, pardon. Le président Tawamba doit être content. Non. Je l'ai dit au président Tawamba parce que j'ai eu la chance de prendre part à la conférence de presse qu'ils ont organisée. Il ne m'a pas invité. Hein. Et je lui ai dit avec plein d'émotions. Je suis heureux de voir que le GCAM reprend ces initiatives, parce que nous, jeunes journalistes économiques à l'époque, c'était des grands rendez-vous où le patronat venait faire la lecture, sa grille de lecture de la vie politique et nos comptes rendus, on sentait effectivement que ces éléments-là avaient un impact sur les décisions de politique publique. Absolument. Donc, j'ai peut-être l'ancien réflexe du GCAM, mais je m'adapte et je m'arrime au GCAM. Cela dit, pour revenir donc au sujet, on va parler de ce phénomène, en fait, de ce qui est, cet aspect qui est désormais devenu un phénomène. 6 000 Camerounais en 4 mois, premier trimestre, janvier-avril 2026. D'autres statistiques parlent de 20 000 depuis près de 4 à 5 ans maintenant. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? D'abord, première question. Marx. S'inquiéter pour... Et attention, là, ce n'est que sur le Canada. Hein. Je veux dire, on peut aller au-delà. Mais on est obligé d'ouvrir le débat parce que c'est pas... Le Canada n'est pas l'unique destination. Bien sûr. Monsieur Dipita, dans le discours du président Biya du 10 février, je crois qu'il invitait
sur les Camerounais, pour que disons encore la jeunesse, parce qu'il parlait au 10 février, donc il parlait à la jeunesse, de ne pas, entre guillemets, s'exiler vers l'extérieur. Alors, est-ce que le président Biya a, au travers de son discours du 10 février, il a pris des dispositions justement pour que ces jeunes ne s'exilent pas? C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde voudrait, en fait, je ne vais pas utiliser ça pour être peut-être réprimé par le professeur. Aujourd'hui, on voit la plupart des jeunes qui veulent aller au Canada. Le Canada apparaît pour ces jeunes aujourd'hui comme l'Eldorado. Je vais vous faire une confidence, M. Dipita. Ce que je dis est tellement réel, c'est tiré à des bonnes sources. Le Cameroun a 11 universités. Dans les 11 universités, on a 197 enseignants qui ont déserté. C'est tiré à des bonnes sources, vous pouvez le vérifier. Le ministre de l'enseignement supérieur a même indiqué. Quand vous voyez, il y a 11 universités, il y a 197 enseignants qui ont déserté. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, on ne peut pas nier qu'il y a justement un mal-être. Il y a peut-être un problème de gouvernance, il y a un problème peut-être de sous-emploi, et qui amène justement ces jeunes à se tourner vers l'extérieur, à la recherche, à la quête justement du bien-être. Maintenant, que font les politiques internes pour que justement ces jeunes ne se retrouvent pas? Parce qu'en réalité, lorsque ces jeunes partent, qu'on le veut ou pas, c'est aussi les cerveaux qui partent. On a vu dans ce pays des gens qui sont revenus au pays, après s'être allés à l'étranger, ont fait des études, ont travaillé, d'accord, ils sont venus au pays, ils ont créé même des entreprises. Parfois, 1 an, 2 ans de fonctionnement de ces entreprises, ils décident justement de rentrer. Pourquoi? Parce que parfois, l'environnement des affaires ne permet pas justement que ces entreprises émergent. Ça fait que parfois, ceux qui sont restés ont été beaucoup plus résistants. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas très fort, lorsque vous créez une entreprise au Cameroun, si vous n'êtes pas très fort, surtout si vous vivez de l'autre côté, parce que ceux qui sont déjà ici, on connaît la pression fiscale. Mais si vous êtes de l'autre côté et vous arrivez là, parce qu'une fois que vous avez ouvert votre entreprise, le lendemain vous avez la mairie, vous avez les impôts, un peu ça peut être des sources de découragement. Pour montrer tout simplement que ceux qui viennent même et qui ont peut-être un peu de capital pour créer des entreprises, ils sont en difficulté. Combien de fois ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ont fréquenté, ils cherchent d'emploi, ils ne trouvent pas. Vous savez aujourd'hui que l'emploi, monsieur Abbé, je ne vous en prends rien, il n'est plus aujourd'hui facile au Cameroun de trouver l'emploi. Je vais vous dire une chose, monsieur Abbé, là je vous le dis en toute conviction. En 2013, Hervé Emmanuel, comme je vous dis une vérité, j'avais la capacité de prendre mon téléphone, être assis à mon bureau, faire occuper 3 ou 4 personnes dans des structures. J'avais encore cette capacité. Aujourd'hui, honnêtement, je ne peux plus. Aujourd'hui, je ne peux plus. Parce que vous allez là, on vous dit, comment on fait pour payer? Comment on fait? Je suis moi-même conscient de la situation. Et je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous terminez et puis elle va prendre la parole. J'ai un dernier ami que vous connaissez, la microfinance Fodec. Fodec qui... Oui. Bon, je ne vais pas sa publicité, je m'excuse déjà. Non, c'est une bonne aventure entrepreneuriale. Ils ont recruté un de mes amis. Mais je vais vous dire qu'ils ont recruté un de mes amis. Ce n'est pas parce qu'ils me connaissaient trop. Le directeur général là-bas, écoute, je l'ai appelé comme ça. Je lui ai dit, écoute, je peux t'envoyer quelqu'un. Il me dit, écoute, moi je suis du RDPC, m'envoie. Si je ne recrute pas, tu auras dit sur les plateaux de télé que je refuse l'emploi aux gens qui ne sont pas du RDPC. C'est comme ça que la personne parce que c'est une agence... Non. RDPC, je te dis tout simplement qu'il m'a rendu service. Hervé, attention, il m'a rendu service. Non, non, je ne peux pas laisser Hervé. Nous sommes en télé, nous sommes en télévision, Hervé. On ne peut pas laisser tout passer. Mais est-ce que votre ami qui a été recruté n'a pas de compétences? Non, il a de compétences. Mais c'est que ça va. Non, je veux dire qu'à partir du moment où il a la compétence, même s'il est du MRC... Je sors l'anecdote en réalité. Non, s'il a recruté, je ne sais pas de ses compétences. Bien sûr, voilà, nous sommes donc d'accord. Il me taquinait tout simplement. Ok. Alors, Hervé, en prenant la parole, je mets la question. Est-ce que ces choix reflètent la situation socio-économique du pays? Vous prenez un sujet... Ne vous fâchez pas. Non, pas du tout. Non, je vous titille un peu aussi. Non, je sais. je viens à Stevie parce qu'ici on parle librement. On n'essaye pas de me... Je ne suis pas dans la paroisse des délirants. Donc, non. La question que vous posez aujourd'hui, même si on la réduit seulement au Canada, est une question très importante. C'est-à-dire, pourquoi
un citoyen doit quitter son pays pour aller ailleurs. Ben là, il y a plusieurs motivations. Il y en a qui vont en aventure, comme ils disent. Bien sûr. Et il y en a qui vont pour des raisons économiques. Et il y en a qui vont 1. Et la prochaine fois qu'on aura du temps, il faut demander, est-ce qu'il y a des Camerounais de la diaspora? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ceux qui reviennent, ils vivent comment? Je suis un exemple. J'ai passé 38 ans à l'étranger et je suis rentré chez moi. Je suis chez moi. Je suis heureux. Alors, le problème du Canada, c'est en cela que je nuance un peu toutes les affirmations que j'entends ici et là. Parce que la migration, je sais que le bureau pour partir au Canada, c'est juste à voter votre en même temps, vous passez un message à ceux qui seraient intéressés. Bon, non. Je vais dire quelque chose. Je m'excuse pour ceux qui vont au Canada. J'ai ma propre fille qui est venue au Canada. Les gens qui vont au Canada, et dans les 6 000, ils ont dit, le phénomène entre de 6 000, janvier et avril. Pour la plupart, sont des fonctionnaires qui, ayant été formés même par l'État, vont au Canada et certains continuent à percevoir même les salaires encore dans la fonction publique. C'est du vol. C'est du désordre. Et il faut que l'État s'attaque à ce phénomène. Si vous êtes absent de votre truc et que vous êtes hors du territoire, sans justificatif... L'État s'est attaqué. Il y a des... Oui. Tolérance zéro maintenant. Le il y a ministre Anderson Lee vient le dire, et même à l'intérieur du pays. On affecte quelqu'un à Kaélé, il dit lui, Kaélé, c'est pas le Cameroun pour lui. Il reste à Bonamissou, il dit pour jouer au Songo. Bon, ce sont des désordres. Il ne faut pas avoir peur du mouvement des populations. Je vais vous surprendre ce soir. C'est dans le principe de la liberté d'aller et revenir. Et la diaspora a une contribution incroyable dans notre économie. La diaspora camerounaise envoie au Cameroun plus de 500 milliards par an en flux inversé. Donc, le problème que nous avons, c'est simplement que quand on a un partenaire comme le Canada, qui est un sous-continent sous-peuplé et qui a connu des périodes où il a besoin de la main-d'œuvre, il joue un phénomène d'aspirateur sur nos populations, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que ce sont les gars qui ont été à l'école normale supérieure, qui ont fait des grandes écoles payées par les bourses de l'État. Migration choisie. Et payées par les bourses d'État. Et aujourd'hui, vous connaissez la dernière nouvelle, le Canada est en train de prendre des mesures restrictives parce que quoi? Parce qu'il est en train d'entrer en récession. Avec la guerre qu'ils ont engagée en Ukraine, la situation de l'OTAN, tous ces pays européens sont en récession. Donc, les gens qui vont au Canada, c'est d'abord une population un peu bourgeoise, surdiplômée, et qui souvent ne respectent pas les obligations qu'ils ont ici à l'intérieur, c'est-à-dire travailler au moins, comment vous dites, décennal, professeur? Engagement décennal. Et donc, ils pillent les finances publiques, et quand ils vont là-bas, ils continuent à se faire payer. Maintenant, je réponds à la préoccupation du GECAM. Ce n'est pas un problème seulement de l'État. C'est-à-dire que le problème que nous avions, j'en ai parlé avec le président, j'ai quand même connaissé mes liens avec lui, il faut que l'offre d'emploi rencontre une offre, la demande. Il faut que ça coïncide. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait en conjugaison entre l'université, l'infrastructure de formation scolaire, les écoles, il y a des métiers, parce que je vais vous donner des exemples. Adéquation, formation, emploi. Oui, quand vous voyez par exemple une infirmière partir, c'est parce qu'il n'y a plus d'infirmières dans ce pays. Exact. Quand vous voyez un plombier, bientôt on va nous prendre même l'électricien, parce qu'ils ont de l'emploi. Je termine un truc polémique. Vous savez qu'aux États-Unis, où un candidat a fait de l'immigration sa bête, ils disent qu'il mange même les chats. Mais ce sont ces électeurs qui font entrer les candidats à l'immigration pour travailler dans les plantations de coton, de tabac, parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre locale. Donc, il y a un jeu auquel jouent les pays développés qui ont besoin de la main-d'œuvre et ils jouent les aspirateurs de notre main-d'œuvre. Malheureusement, nous, on le ressent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent dans la classe moyenne, voire même la classe supérieure. Et avec la complicité de certaines élites, c'est inacceptable. Donc, il faut créer des grands moments de débat sur l'adéquation entre les emplois et la situation de l'emploi. Maurice, moi je vous prends sur l'impact. Oui. L'impact que cela a dans notre environnement, dans notre pays, l'impact sur les familles. Il y a des familles qui... Non, l'argent revient. Mais ceux qui vont au Canada, parce que c'est d'eux qu'on parle ce soir. Oui, attention.
et pillent une partie de nos revenus, puisque certains continuent à être payés en étant au Canada. Et même Célestin Tawamba, le président de GECAM, a évoqué un aspect. Il laisse des ardoises dans les entreprises. Puis ils prennent des crédits, ils s'en vont, et puis... Tawamba, lui, Tawamba était à HEC, il n'était pas au Canada. Donc le Canada n'est pas le lieu où on forme les meilleurs. Lui, il était à HEC, d'accord. Mais si vous prenez, on aura un autre moment, ceux qui prennent la Méditerranée, là, ce sont les gars du quartier Comondo et tout. Hein. Et du coup, nous parlons ici d'une partie assez marginale de nos concitoyens. Il y a 6 millions de Camerounais à l'étranger. Qui deviennent de plus en plus nombreux. Visibles. Et comme qui dit, qui sont un véritable problème économique pour notre pays. C'est un phénomène comme le phénomène des microbes. J'ai demandé autrement, est-ce l'expression de mal-être? Bravo Maurice. Oui, c'est le même phénomène que le microbe. C'est-à-dire que voilà un type qui prend, moi je connais beaucoup de collègues qui sont là. J'ai dit à l'un d'eux que j'ai rencontré l'autre jour, mais qu'est-ce que tu viens faire au pays? Mais il vient justement parce que c'est la période des salaires, il a compilé, il vient faroter ces gens, et puis après il repart. Non. Ils doivent être combattus avec la même énergie qui est consentie pour combattre les microbes. La première chose. Quand le GECAM parle de 6 000, le chiffre donné tel qu'il est là, il fait froid d'eau. Mais ce n'est pas vrai. Il ne devrait pas nous effrayer. Parce que Hervé a dit quelque chose de fondamental, c'est on a de côté l'offre d'emploi disponible. Mais disons pas que ce n'est pas vrai. Disons que ça peut être expliqué. Le président Tawamba sait très bien que parfois on lance une offre d'emploi. Non, ça peut être expliqué. Non, parce qu'il a dit que le chiffre du GICAM n'est pas vrai. Je dis que disons pas que c'est pas vrai, mais peut-être qu'on peut l'expliquer. Vous l'avez dit. Non, il a dit. Non, il a dit. C'est pour ça. Vous voyez que c'est pour ça. En fait, peut-être. Vous voyez comment on envoie quelqu'un. Non, moi j'ai entendu qu'il a dit que c'est pas vrai. Non, il a dit. Peut-être dans les langues du développement. Voilà. Non, j'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Je dis, prendre globalement l'affaire comme ça, 6 000, on a l'impression que c'est quelque chose c'est un drame. C'est mieux dit maintenant. De penser que c'est un drame, de penser qu'il y a 6 milliers de Camerounais qui sont partis, que c'est un drame, c'est ça qui n'est pas vrai. Parce que le fait, c'est le problème de l'offre d'emploi, l'employabilité de nos jeunes, d'une part, l'offre de formation et les diplômés que nous avons. Quand on rapproche ces deux éléments, on fait le gap et on trouve la différence. En ce moment commencent les vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Je dis, faites un tour ici dans les quelques grandes écoles que nous avons ici dans le pays. Faites un tour à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Vous avez pour une année 8 000 candidats qui frappent au concours d'entrée en première année. On en retient 250 à 300. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres? Quand on s'est posé ces questions, on vient maintenant au fait que Hervé peut-être le fait soi-même, toi, d'hôpital, je crois que même on a allez au campus universitaire au campus 2 de l'université de Douala. Mettez-vous à la barrière, là, quelque part, 17h, 18h. Même si c'est Ange Raphaël. Et regardez le peuple d'étudiants, j'appelle ça le peuple d'étudiants sortir. Vous vous demandez, attends, encore que vous êtes ici à l'université de Douala, allez dans des grandes écoles ici, je ne vais pas appeler les noms pour ne pas leur faire la publicité, vous allez voir, en même temps, parcourez l'offre d'emploi qui ressort tous les jours, que ce soit dans les médias, la fonction publique, vous compilez tout ça et vous rapprochez. Du coup, vous vous dites, à un moment donné, il faut bien que ces jeunes se posent la question sur leur avenir, sur leur devenir. Et c'est pourquoi, Hervé, je suis vraiment content que nous soyons sur la même longueur d'onde en disant que on ne peut pas aller contre les mouvements de population et la dynamique de l'histoire. Et que c'est positif qu'il y ait beaucoup de Camerounais qui aillent au Canada et qui nous ramènent ce dont nous avons besoin, cette richesse,
parce que majoritairement, M. Wabo va être d'accord avec moi, il est sûrement plus averti dans le domaine que ceux qui créent des entreprises, il y en a beaucoup qui viennent véritablement de l'extérieur. Et ils créent même déjà les entreprises. Mais justement, si le GICAM monte peut-être au créneau. Le GICAM. Oh, pardon. L'habitude, hein. Voilà. L'habitude. Mais Hervé, je veux dire que ça fait quand même aussi 20 ans de journalisme. Oui, mais c'est un bon de modernisation du patronat, c'est pas toi. Le GICAM, enfin, merci de nous corriger. Le GICAM a fait quoi? Mais ce que je voulais dire, c'était que si le GICAM en parle avec insistance... C'est l'alerte. Voilà, c'est l'alerte. Il est dans son rôle. Le GICAM, s'il te plaît, le GICAM lance l'alerte parce qu'à un moment donné, le GICAM s'attaque aux prédateurs de la fortune internationale. Et pour laquelle il pense que... Je voulais aller plus loin parce que vous semblez aussi magnifier, peut-être c'est pas le mot, mais je le dis comme ça, vous semblez aussi magnifier le retour sur investissement, c'est-à-dire que les apports que font ces Camerounais de la diaspora, mais si ça n'a pas d'impact... Comment ça peut pas avoir sur le plan macroéconomique? Je veux dire, ce sont des financements... Max va répondre, je ne sais pas si estimer qu'on doit le dire. On lui donne la parole à estimer Max. qu'on peut dire ça. La diaspora a un poids hautement... c'est le deuxième poste de finance privée internationale au Cameroun. Le plus important. De toute façon, M. Dipita, on ne va pas nier l'apport positif de la diaspora au Cameroun. Quand on regarde quand même en termes de fonds, disons comme ça, d'accord, il y a quand même une masse hyper importante d'argent que 500 milliards. La diaspora fait entrer au Cameroun. Alors, on ne devrait même pas, on devrait peut-être être inquiet, mais est-ce qu'il faut même véritablement être inquiet? Parce que ceux qui sortent là pour aller, je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent sortir à la recherche des connaissances, et qu'on le veuille ou pas, ils ont laissé des familles ici, et d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un flux financier qui retourne au Cameroun. Donc, on ne devrait pas beaucoup se lamenter de ce côté, parce que j'estime quand même que ceux qui créent aussi des entreprises, parce qu'il faut bien aussi se le dire, ceux qui créent des entreprises ici sont parfois beaucoup plus les gens qui viennent de la diaspora. Et quand ils créent ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, il y a un personnel. Donc, l'inquiétude du GICAM, je ne sais pas très bien... Le GICAM les a intégrés, Max. Oui, pour dire tout simplement que... dans sa politique, pour dire tout simplement que le GICAM ne devrait pas... Parce que quand le GICAM sonne une sonnette d'alarme, c'est comme si c'était une situation inquiétante. Mais lorsqu'on commence à regarder tous les différents paramètres, on se dit non, il ne faut pas regarder ça sur le plan micro, sur le plan des finances publiques, c'est inquiétant. Parce que j'ai dit, parlant du Canada, je suppose que c'est pour ça que le député a mis ce sujet. C'est-à-dire que c'est une hémorragie financière, dans la mesure où les 3/4 des gens qui vont vers le Canada, à part les étudiants, sont des fonctionnaires qui sont je suis qualifiés, formés, et qui continuent à percevoir. Je suis un peu réservé de ce côté, parce que si le GICAM avait mis sur la table des données, telles qu'on puisse dire, voici le nombre de fonctionnaires qui sont partis, on pouvait dire oui. Mais sauf que dans notre quotidien, quand on regarde... Mais c'est pas son rôle, il n'est pas contrôleur de gestion. Donc il met le doigt là où mais sauf que ne faisons pas, c'est-à-dire que rien ne nous permet de dire que les 3/4 sont des fonctionnaires. Rien ne nous permet de le dire. Tu n'es pas au courant, c'est là? Non, Hervé, rien ne permet de le dire. Ce n'est pas vrai non plus. Non, mais il faut dire qu'ils n'ont peut-être pas publié l'entièreté de l'étude, mais l'étude a été faite. Ils ont des éléments assez pertinents. Il y a une chose qui est normale. Une chose qui est normale et une chose qui est vraie, c'est que ceux qui partent avec la casquette de fonctionnaire camerounais, le regret qu'on a effectivement, c'est des gens qui partent, et comme dans la fonction publique, les choses ne sont pas immédiates, ce qui va se passer, c'est que les gars peuvent continuer à percevoir le salaire. Et là, justement, ça devient compliqué. Là, je suis d'accord. Vous avez effectivement des gens qui ont justement contracté des emprunts dans des banques, et lorsqu'ils disparaissent comme ça, parfois c'est des crédits qui ne sont pas assortis des garanties, malheureusement, qui peuvent être assortis de la garantie du salaire. Vous comprenez? Parce qu'on a signé peut-être un ordre de virement irrévocable. Une fois que vous partez comme ça, vous mettez la structure en mal. C'est où on peut avoir du regret. Mais si vous partez et que vous avez contracté un emprunt et qu'il y a des garanties suffisantes, eh bien, la banque va réaliser la garantie. Oui, Max, là tu parles comme un expert financier. Le GICAM est le premier contribuable au Cameroun. Et il a des raisons de dire
si une partie de nos impôts sert à former l'élite, Exact. et que cette élite vous touchez- s'évapore, Exact. c'est Mais pour vous donner un argument, Hervé, la moins-value de pour vous cet donner un impôt. argument, Antoine Zanga, qui est l'un des Oui, administrateurs, le patron de il a d'ailleurs donné Neptune. une statistique. Zengue ou Zanga? Zengue, pardon. Voilà. Une statistique qui fait peur. Il dit qu'un ingénieur, par exemple, formé, c'est 25 ans, et ça coûte environ 100 millions de francs. Mais voilà. Vous imaginez bien. Mais voilà. Si vous avez 500 dans les 6 000 qui partent, C'est la moins-value. on peut essayer d'apprécier le coût. Donc, pour dire qu'effectivement, c'est un phénomène qui inquiète, qui interroge. Mais maintenant, essayons de savoir... Là, s'il te plaît, avant que tu ne continues, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose D'accord. d'important. C'est en fait le coût de la formation, qui pose quand même un autre problème, c'est lorsque l'État investit, comment l'État fait pour récupérer ce qu'il a investi. Et justement, c'est la question que je voulais poser. Comment inverser la tendance pour que l'État, justement, limite d'abord L'hémorragie? cette hémorragie, Il y a des possibilités. mais surtout un retour sur un investissement. Oui. L'hémorragie, oui. En fait, pour que l'État arrête la saignée et pour que l'État ait un retour sur investissement, la formule, elle est toute trouvée. C'est-à-dire que lorsque l'État a formé sa main-d'œuvre, ses compétences, l'État, pour rentrer dans son investissement, doit pouvoir exploiter cette main-d'œuvre. C'est à cela que l'engagement décennal était à un moment donné, pour ceux qui devaient travailler à la fonction publique, le premier acte qu'on signait. Moi, quand je parle de l'école normale supérieure, qui est la première école par laquelle je passe, je signe un engagement décennal qui m'oblige à travailler les 10 prochaines années au Cameroun. Et là, à ce moment, lorsque les 10 ans sont finis, je suis libre d'aller où je veux. Mais moi, j'ajouterais d'ailleurs un élément. Travailler au Cameroun, pas forcément dans la fonction publique. Pas forcément dans des dans la pays fonction modernes publique. comme la France, vous êtes formé dans une école d'administration et tout. Tant que vous travaillez sur le territoire français, vous participez au PIB de la France. Sauf que nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et faire ce qui va dans le contraire de... Parce que, regardez, si vous formez, si l'État forme, et une fois que l'État a fini de former, maintenant l'État n'a pas de possibilité d'employer. Et le contexte, si vous voulez, l'environnement économique ne permet pas d'employer ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Fini la formation, ils continuent de devenir des charges pour des familles et pour l'État. Et donc, du coup, l'État continue d'augmenter la marge de perte. Maintenant, s'il y a des possibilités qui s'offrent à cet État pour que dans son retour sur investissement, qu'il soit possible d'ouvrir, n'est-ce pas, des portes à certains jeunes compatriotes pour qu'ils aillent plutôt chercher de quoi venir rembourser ce que l'État a fait pour eux, ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait encourager. Pas seulement vers le Canada, mais un peu partout dans des pays, dans le monde où ils peuvent s'exploiter. L'histoire des relations économiques mondiales internationales démontre que c'est la diaspora polonaise qui a relevé la Pologne. Voilà. C'est la diaspora italienne qui a relevé l'Italie. Les Irlandais, c'est eux qui ont construit. Mais parce que ces pays ont mis des politiques pertinentes pour capitaliser sur sa diaspora. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas... comme le binationalité. En d'autres termes, il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas tolérer. Dire d'un fonctionnaire camerounais qui marche dans la fonction publique, qu'il est rentré dans l'avion et qu'il allait travailler au Canada sans avoir déclaré qu'il partait et qu'il fallait que son salaire s'arrête. Cela est un crime économique. Oui. Et en tant que tel, c'est comme ça qu'il doit être pris. C'est ce phénomène qu'il faut condamner. S'il y a des gens qui contactent des dettes ou qui contactent des crédits, comme M. Wabo a dit, et qui trouvent les superficies pour revenir... Faut-il aller les chercher là-bas? Ces personnes... Mais bien sûr, comment? On ne doit pas les chercher, comment? Vous savez, M. Dipita, on sait là où ils sont. C'est une situation bien triste pour ces fonctionnaires qui partent. Mais quelque part également... j'ai envie de m'interroger justement sur la rémunération et le coût de vie au Cameroun. On peut pas éviter ce débat. Vous voyez, quand je sais qu'un chargé de cours à l'université touche 350 000 francs CFA. Non, c'est pas vrai. Monsieur. Moïse, tu touches combien? Attendez, soyons sérieux. Je suis sérieux. Hein. Moïse, tu es professeur. Attendez. Je dis bien, un chargé de cours à l'université touche 350 000. Chargé de TD ou bien chargé? Je suis chargé de cours.
Mais je sais de quoi je parle. Nous avons tous des amis qui enseignent à l'université. Vous croyez que j'ai l'information de 197 personnes universitaires qui ont fui, que je l'ai pris dans la rue? Mais je vous dis, un chargé de cours à l'université de Douala ici touche 350 000. Non, les enseignants d'université ne sont pas gâtés. Monsieur Hervé, les enseignants d'université ne sont pas gâtés. Mais il faudrait quand même qu'on dise des chiffres. Je ne veux pas qu'on aille dans les chiffres. Ce n'est pas possible d'aller dans les chiffres. Sauf qu'aller dans les chiffres là où, Wabo, là où tu vas aller, mon frère Wabo, là où tu vas aller, si tu vas dans un sentier... difficile. Il vaut mieux ne pas aborder les chiffres. C'est pas difficile, il faut pas avec les pays de même temps. Monsieur Dipita, vous savez... Je peux comprendre que Maurice ne veut pas qu'on donne des indications... Attendez. Non, donnons les indications. Attendez, je vous montre mon bulletin de salaire. Non. Ah, ben voilà. Monsieur Dipita, je suis tellement sérieux... Vous voulez nous faire venir les microbes au bas de l'immeuble après l'émission? Excusez-moi, allez-y, Max. Je suis tellement sérieux lorsque je le dis. Non, c'est pertinent. Un chargé de cours à l'université à 350 000. Du moins ceux que je connais. Il est payé régulièrement. Qu'il est payé régulièrement. Non, je demande. Mais écoutez... Parce qu'il y en a qui sont payés régulièrement ou non, c'est mauvais. De toute façon, régulièrement ou non, c'est mauvais à côté d'autres pays qui coûtent trois fois plus que ça. Moi, je suis tellement inquiet que vous voyez un enseignant d'université chargé de cours, il a 350 000 au Cameroun. Et que vous voyez en Côte d'Ivoire, un enseignant d'université est à 1 100 000. Le 350 000 de l'enseignant d'université au Cameroun ne correspond même pas aux 387 000 de l'enseignant qui est au collège. Ça devient inquiétant. L'enseignant qui est à l'école primaire en Côte d'Ivoire a 187 000. L'enseignant qui est ici au primaire, Dieu seul sait s'il obtient même 100 000. Alors quand vous avez de telles situations et que vous connaissez le coût de vie ici au Cameroun, 350 000 francs CFA, très honnêtement, je ne crois pas que dans ce pays, le Cameroun, 350 000 francs permet de vivre. Quelle est la moyenne de pouvoir d'achat des Camerounais? Je vous en prie, monsieur Hervé. Je ne crois pas que 350 000 francs non, on est d'accord. puisse permettre à quelqu'un qui travaille de vivre décemment. 15 ans 15 ans c'est inquiétant. Pour dire tout simplement, je suis désolé. C'est pourquoi vous voyez donc des gens, ils ont 350 000. Dès qu'on a payé le 25, d'accord, le 10, les signaux sont rouges. Il est pendu. Les signaux sont rouges. Moi, il faut qu'on essaye de voir. Parce que ils sont là, ils n'ont pas d'assurance maladie. D'accord? Non. Et s'ils ont la CNPS? Mais laissez-moi parler. Il a raison. C'est son métier. Attendez, monsieur Dipita, je suis sérieux là. Monsieur Wabo dit, c'est son métier. Monsieur, je suis en train de dire, vous n'avez pas, monsieur Dipita, vous n'avez pas l'assurance maladie. Pas du tout. Quand vous êtes malade, c'est dans votre argent que vous devez vous soigner, monsieur Dipita. Vous savez combien d'enseignants d'université... En réalité, voilà le débat. Écoutez-moi, monsieur Dipita. C'est ça le vrai débat. Vous n'avez pas... Fonctionnaires. Oui. Monsieur Dipita, ce n'est pas seulement vous n'avez pas... Oui, j'ai dit fonctionnaires. Monsieur Dipita, allez-y. vous n'avez pas de CNPS. Vous n'avez pas de CNPS. Ça veut dire que vous vous levez un matin à 6 heures, vous êtes en train d'aller au travail, vous faites un accident, c'est considéré par la CNPS comme accident de travail, mais sauf que vous ne serez pas pris en compte parce que vous n'êtes pas affilié à la CNPS. Non, là par contre, ce n'est pas vrai. Pardon? Est-ce que les fonctionnaires sont à la CNPS? Non, mais attendez, monsieur Somo. Non, monsieur Somo, attendez. Quand je parle là, je suis déjà dans un sens général. Hein. Ça peut aussi concerner le privé. Hein. Oui. Mais est-ce que ça peut concerner le privé? Mais je vous dis que je connais... Ah, là, on est sorti de l'université. Oui, bien sûr. Global. Dans le global. D'accord. Pour vous dire que mais vous avez des entreprises... Mais écoute, je vais même pousser loin. Je connais une entreprise, je préfère tel ou non. Monsieur Hervé, comme on ne vous donne pas l'assurance maladie, écoutez-moi très bien, mais on vous prélève ce qu'on appelle l'assurance décès. Ça veut dire que le patron vous prélève l'assurance décès, il ne vous donne pas la compagnie d'assurance où c'est reversé, autrement dit, ça reste dans ses caisses, il dit c'est une assurance décès. Ça signifie quoi, monsieur Hervé? Vous savez que l'assurance décès, elle est annuelle. Ça veut dire que dès que tu m'as prélevé mes 10 000 cette année, et il n'y a pas eu de décès là, l'année prochaine, ça dans ses poches, et il continue. Ces entreprises existent. C'est pourquoi j'arrive à me poser la question, au lieu de donner l'assurance maladie aux employés, vous leur donnez l'assurance décès. Ça représente quoi? Vous avez donc des entreprises, on affilie pas des employés à la CNPS, malheureusement, Hervé. Lorsque la CNPS arrive là-bas pour faire du contrôle, on vous installe dans un bureau bien climatisé, on vous prépare une enveloppe. Voilà donc le Cameroun.
Et c'est bien inquiétant. Ça fait que M. Dipita, lorsqu'il aura travaillé pendant 20 ans, 15 ans, il ira en retraite, mais il n'aura rien. Il ne faut pas donner l'impression que c'est systématiquement la corruption qui se fait à la CNPS. Non, donc attendez, c'est parce que j'ai dit. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Écoutez, M. Dipita, oui, vous savez combien, je vais vous dire, vous savez combien de fois j'ai interpellé la CNPS par mes canaux pour dire dans telle structure, on a fini par les gens de la CNPS. Vous savez ce que ça peut faire, M. Dipita, que vous travaillez dans une entreprise, vous faites 20 ans, et quand vous allez en retraite, vous n'avez rien. C'est un banditisme vous voyez également que quand vous dites que les gars... Non, ça engage l'entreprise, n'est-ce pas? Mais sauf que ce qui me gêne, c'est que quand la CNPS descend pour un contrôle, que tout s'arrange. Tout s'arrange. C'est aussi caricatural. C'est aussi caricatural. Parce qu'il y a des contrôles qui aboutissent quand même à des régulations. Comme ils appellent souvent ça, régularisation. Régularisation. Voilà. Il y a un certain nombre de... On ne peut pas laisser dire ça comme ça de façon caricaturale. Que la CNPS est systématiquement qui descend quelque part et puis on fait des... Vous savez, M. Dipita, oui. Je suis même encore d'accord qu'une entreprise déclare. Parce que parfois l'entreprise déclare mais n'a pas encore payé. Là, c'est encore mieux. Parce que vous savez que là, le recouvrement est facile. Mais des entreprises qui n'affilient même pas, ça me pose problème. Et j'invite donc, je dis donc tout simplement... À l'adresse du GECAM. J'ai beaucoup de respect pour, comment vous appelez, le directeur général de la CNPS. Je reste persuadé... Mao. Non, le directeur général de la CNPS. Voilà. Je reste persuadé, et c'est parfois le regret que j'ai. Et je dis donc aux employés qui sont dans les structures où la CNPS n'est pas souvent gérée, battez-vous et arrivez jusqu'au DG de la CNPS. Si vous restez derrière ces petits brigands qui prennent le contrôle pour ce qu'ils prennent, vous n'aurez pas de solution. Battez-vous, arrivez jusqu'au directeur général de la CNPS. Vous pouvez avoir des solutions. Max, je peux bien comprendre qu'il y ait des dérives. Oui. Qu'il y ait des insuffisances. Mais il n'est pas non plus juste de laisser croire que la CNPS ne fait pas entièrement son travail. Tout à fait. Non, je n'ai pas dit... Écoutez-moi très bien. D'accord. Si on est d'accord, c'est bon. Non, là, je suis même en train de lancer un cri de cœur. Pour dire aux employés qui sont victimes, n'est-ce pas, allez vous battre, le directeur général de la CNPS va vous recevoir. Et si le directeur général de la CNPS vous reçoit, il y aura la solution. Mais je dis malheureusement aussi au DG de la CNPS, Monsieur le directeur, sachez effectivement que quand vous envoyez aussi vos agents en contrôle dans des entreprises, je peux vous rassurer que lorsque vous avez des patrons d'entreprise véreux, lorsqu'on touche le côté contrôle du personnel, ils commencent à présenter des choses. Il a mis à disposition des numéros de téléphone, bref, un ensemble de facilités pour être saisi. Moi, je ne voulais pas qu'on sorte du sujet parce que ce que dit Marx là est très important. Mais je voulais ramener ça à une proportion générale. Pardon. Il faut améliorer le pouvoir d'achat des gens qui travaillent au Cameroun. D'abord dans l'intérêt de l'économie. Bien sûr. Parce que s'il y a du pouvoir d'achat, on va booster la consommation et on va régler certains problèmes. Parce que ce que Marx a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des situations qui deviennent même générales. Merci. Dans certains milieux. Ouais, on peut être d'accord sur les questions. Comment faire donc pour que les Camerounais, surtout ceux qui sont au niveau, on a dit généralement les universitaires, ne partent pas en aventure. Parce que le principe, c'est la liberté d'aller et revenir. On ne peut pas empêcher un homme d'aller. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la carrière que j'ai faite à l'étranger si j'étais resté. Et j'ai pris de l'argent, souvent, pour ramener ici. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit régler pour que le Camerounais qui sort même revienne ou que sa sortie ne soit pas quelque chose qui va anémier notre société. Vous comprenez? Parce que les Camerounais qui sont à l'étranger représentent une masse d'aide financière au développement incontestable. Mais il faut le reconnaître. Régler les problèmes, la binationalité, la double imposition, mettre les gens à l'aise. Et puis ceux qui sont sur place, qui sont indispensables pour l'activité économique, il faut leur donner des conditions de vie si attractives qu'ils n'aient pas envie de prendre le risque de traverser la Méditerranée. Donc, le Canada a été un mauvais partenaire, mais je corrige mon mot, parce que c'est un pays que j'aime bien. Ça a été parce qu'il aspire notre force de travail quand ça l'arrange, et il met un bémol quand il ne peut plus l'employer, parce qu'à ce moment, on va réduire plutôt le nombre de gens qui y vont. Mais le phénomène qui m'intéressait dans nos sujets aussi, c'est comment les gens qui peuvent vivre là-bas au Canada, et il y en a plusieurs, je ne cite pas un nom, continuer à toucher dans le budget dont on a besoin
pour gérer les affaires comme le drame que nous connaissons dans l'extrême nord, les microbes, la sécurité et tout cela. Chacun doit se regarder dans le miroir et se dire que pour faire cela, chacun doit être responsable. Ce n'est pas l'État seul. Parce que si l'État prenait des dispositions pour qu'à la sortie à l'aéroport, vous montrez votre fiche d'impôt et qu'on sache que vous n'êtes pas un fonctionnaire en fuite. Mais c'est pris, hein. Mais ça va arriver. On demande des visas, des passeports. Il y a une... Lui, Paul Motazer, qui le connaît très bien. Il y a un checking sur... il y a un document, je crois, qu'on demande pour... Le certificat de non-imposition. Exact. Bon, ça va être un peu compliqué. On n'est pas en Corée du Nord. Mais je veux dire, le ministre des Finances est l'ancien patron de la CNPS. Bien sûr. Donc il sait de quoi il s'agit. Maintenant, je ne suis pas très sûr que ces Camerounais volatiles, ce n'est pas péjoratif de ma bouche, soient souvent du secteur privé. C'est souvent des gens de la fonction publique. Et je ne sais pas si la fonction publique est assujettie à la CNPS. Non, mais c'est diversifié aussi, quand même. Vous comprenez? Bon. Donc, moi, je pense que c'est un sujet très sensible. Le GECAM a eu raison de poser cette question sur la table. Qu'est-ce qu'on fait de toutes nos capacités de développement dont certains sont dispersés parce qu'on ne retient pas les gens? Et là-dedans, même le GECAM a une responsabilité, un rôle à jouer. Payer bien les Camerounais. S'il te plaît. On ressort par là, vous allez dire ce que vous avez dit, mais je mets la question, de qui va mettre un terme. Y a-t-il péril en la demeure? Je vous laisse poursuivre. Très bien. Je voulais dire que ce soit le phénomène des inondations que nous avons évoqué, que ce soit le phénomène des microbes par lequel nous sommes passés, que ce soit de l'exode massif des Camerounais vers le Canada ou ailleurs, c'est des problèmes qui, pour être résolus, ont besoin d'être connus, d'être expliqués, d'être étudiés, qu'on étudie et qu'on sache pourquoi. Vous avez l'impression du contraire? Je sais pas. Oui, puisque actuellement, mon ami Wabo, là, si bien, je l'ai coupé quand on était sur le phénomène des inondations pour lui dire non, maintenant que tu nous poses des questions de pourquoi c'est arrivé, c'est comment, résolvons d'abord le problème. Là-dessus, nous n'étions pas d'accord. Mais pour les autres deux thèmes, je dis, il y a que, comme c'est des phénomènes constants, et on peut quand même à un moment donné nous poser un certain nombre de questions. Et c'est là où une explication, par exemple, vient sur l'explication, sur les salaires qu'il a évoqués, qui sont relativement le traitement de façon générale. Le traitement de façon générale, qui peut être l'une des pour lesquelles les gens vont vers ces pays. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a des Camerounais dont le salaire connu, dont le salaire est plus du million, mais qui ont quand même trouvé un moyen de quitter le Cameroun pour aller au Canada en estimant que ce niveau de vie n'est pas celui qui leur convient. Vous comprenez? Donc, il faut relativiser les choses en expliquant les raisons pour lesquelles chaque corps de métier le fait. Et là, quand on va dans ce domaine-là, on peut comprendre que des fonctionnaires, par exemple, camerounais, puissent décider de partir, des enseignants d'université. Mais la seule condition pour rendre possible un départ tranquille pour tout le monde, c'est de s'assurer qu'on ne doit rien à l'État du Cameroun et qu'en réalité, on a suspendu son salaire, on a de crédit nulle part. Ça suffirait largement. Max. Et là, les Camerounais, le gouvernement, les pouvoirs publics encourageraient même les gens à obtenir des visas pour s'en aller. Max, a-t-il pris dans la demeure pour terminer? De toute façon, non, pas vraiment. Il faut, disons tout simplement que j'ai lancé un cri de cœur d'une façon générale parce que, quoi qu'on dise, le pouvoir d'achat au Cameroun aujourd'hui est élevé, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait justement que pour des travailleurs d'une manière générale qu'on essaye de voir un peu cette politique de salaire. Et je conviens aujourd'hui, monsieur Yavé, je ne vais pas parler de moi. Et honnêtement, si vous me dites aujourd'hui, viens travailler, je vais te donner 1 million de salaire tous les mois, je vais vous envoyer balader. Non, pas multimillionnaire. Je vais... Bien, monsieur le député. Terminé. Non, c'est mon jeune frère que j'aime beaucoup. Non, laissez-le terminer. Mais il est clair que... Terminé. Non, il est clair que je ne peux pas travailler pour 1 million. Vous me donnez 1 million de salaire, je ne viendrai pas prendre, ça c'est clair. Je ne viendrai pas prendre parce qu'il y a longtemps, j'ai traversé ça dans ce type de salaire. Mais je dis tout simplement, il faut quand même que ceux qui travaillent
qu'on essaie de voir une politique de salaire et tout ce qui va avec. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe malade et que tout son salaire aille dans la maladie. Nous sommes africains et nous connaissons tous la famille africaine. Le salaire ne se limite pas seulement à vous, votre femme et vos enfants. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Je souhaite que ça soit vu de ce côté. Et plus, même pour notre honneur. D'accord. Hervé, on parlait bien. Je veux terminer. Même pour notre honneur, je souhaite vivement que, au-delà de tout ce que j'ai dit, que les enseignants, surtout les enseignants, qu'on les prenne vraiment en considération. Vraiment, surtout les enseignants. Parce que si vous savez ce que c'est qu'envoyer un enfant à l'école qui ne savait ni lire ni écrire, il revient, il parle, il peut écrire, c'est tout un travail de fourmi. Donc, il faut qu'on le respecte. Eh bien, on parlait bien du certificat de conformité fiscale. Hein, oui. Non, moi, je pense que l'intérêt du sujet qui doit être poursuivi, c'est que l'immigration et immigration, c'est un grand sujet de ce siècle. Le principe d'abord, c'est la liberté d'aller et revenir sur la terre. On ne peut pas avoir une politique qui met des gens dans un enclos en disant qu'on ne peut pas sortir. Et le débat même universel. C'est pas possible. Mais pour réussir une telle politique, parce que toute démarche, toute option doit être vertueuse si elle a des effets positifs, il faut que le Cameroun évolue vers des institutions qui gèrent vraiment la diaspora camerounaise dans le monde. Si vous posez cette question, même dans un milieu des gens aussi érudits que Maurice Sumo, combien de Camerounais vivent à l'étranger? Certains vont vous dire ils sont 6 millions, d'autres 10 millions, d'autres... En fait, ce n'est pas maîtrisé. Ça veut dire qu'on ne les a pas encore intégrés dans l'élaboration des politiques, des dynamiques de développement interne. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des désordres, genre des gens qui sortent et rentrent quand ils veulent, mais il faut qu'il y ait, à défaut d'un ministère des Camerounais de l'étranger, une diaspora reconnue dans une agence pour savoir ce que ça rapporte. Parce que vous avez des pays qui envoient leurs ressortissants de façon saisonnière à l'étranger pour amener des devises. Absolument. Donc, ce n'est pas un sujet dramatique s'il est bien géré. C'est dramatique pour les finances publiques s'il est dans le désordre. Merci. Et puis, il faut peut-être dire... Non, c'est bon. L'émission est terminée. Merci, Hervé. Merci, non, Maurice. Dis ce que tu voulais dire. Non, on n'a plus de temps. Je salue le GECAM parce que c'est le genre de sujet dont on a besoin. Marx, merci également pour vraiment votre présence ce soir et surtout d'avoir édifié nos téléspectateurs sur les questions qui étaient en débat. Merci à vous à la maison. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.